Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans le podcast featuring, je suis Driver, je suis là pour vous servir et comme j'ai l'habitude de dire featuring, c'est parce qu'on est en featuring avec quelqu'un, un invité, un acteur très important de ce milieu, on l'appelle le général. Quand je dis le général, tu sais très bien de qui je parle de monsieur Mac Tayer. Comment vas-tu ? Comment tu vas, Driver ? En pleine forme, content de te recevoir. Un plaisir de te revoir. Voilà, toujours. Donc, on va revenir sur tout ton parcours qui est bien long maintenant. Ouais. Et qui n'est pas fini. Donc, on va revenir dessus. J'ai besoin que tu te racontes. Et ici, on a le temps. Donc, voilà. Okay. On va commencer par le commencement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment tu deviens rappeur. Comment ça arrive ? Pourquoi, s'il y a un pourquoi ? Et voilà. Je deviens rappeur à partir du moment où je sens que j'ai quelque chose à partager de ma vie. Mm-hmm. Et donc, je pense que ça s'est arrivé à la fin des années 90. Ok. J'étais en détention chez les mineurs. Mm-hmm. Il y avait un concert de IAM sur Canal+. Ouais. À l'époque, ils avaient fait un concert privé pour annoncer l'école du micro d'argent. Je me rappelle très bien. Et moi, j'avais vu j'avais vu leur concert privé, là. Mm-hmm. J'avais vu, ils avaient fait Demain c'est loin. Ils avaient interprété pas mal de titres du nouvel album. C'était un choc à l'époque. Uh-huh. Et je me suis dit, en fait, il faut que je rappe et tout. Ok. Et j'ai toujours aimé le rap avant ça, parce que j'ai eu accès au rap grâce à des plus grands qui me faisaient écouter des disques, qui déposaient des disques chez moi. Mais vraiment, où j'ai décidé de me dire que je peux faire quelque chose dans le rap, c'est suite à ce concert d'IAM. Ok. Sur Canal. C'était le déclic. C'était le déclic, quoi. Ok. Donc, tu sors du placard. Et là, à ce moment-là, comment tu t'organises ? Au niveau de la musique, tu veux rapper. Tu l'as su en détention. Oui, je savais déjà, voilà. Puisqu'il y avait une radio dans la prison. Ah. Et en fait, toutes les stars de l'époque, ils venaient dans la radio. Ok. Et il y a eu qui, par exemple ? Il y a eu Sté, il y a eu Neg Marron, il y a eu... je m'en rappelle. Il y avait tout plein de... Il y avait... je crois que c'était Mafia Underground. Il y avait... j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Ok. Tu vois, il y avait mec de Secteur A et tout. Et en fait, moi, j'étais pas inscrit dans ce loisir-là de la radio qui s'appelait Radio Sans Aile. Okay. C'était la radio du Centre des jeunes détenus à l'époque. Mais on m'appelait que pour les freestyles. Ça veut dire, on me disait, genre, descends de ta cellule, genre, il y a des invités, il faut que tu viennes faire les freestyles. Donc, quand t'es en prison, tu rappes, tu te mets à rapper, en fait. Ouais, bah oui. Et c'est là que tout ça... Ok, donc, dès qu'il y a des invités... Ils vont sûrement faire des freestyles. On venait te chercher pour que tu viennes rapper avec ces invités. Exactement. Ok. Ça va pour des débuts, c'est bien quand même. Et genre, tout le monde disait, il faut qu'on vous montre quelqu'un, il va descendre de la cellule. Tout ça. Ah ouais, t'es arrivé vraiment en mode... Et après, genre, je faisais tout. Et donc, ce qui fait qu'il y a... je me rappelle que tous, ils me disaient, il faut qu'on te voit quand tu vas sortir. Okay. Et je disais, on se verra de toute manière. Tu vois. Moi, j'étais dans un trip où je me disais, de toute manière, je vais sortir un truc. Ok, toi, t'es déterminé. C'était clair comme deux droches, tu vois. Même à un moment, je sais plus c'est quel groupe, il m'a dit, est-ce qu'on peut prendre la cassette de l'émission
tu vois, du freestyle et tout, on veut sortir avec et tout. Je dis non, vous allez prendre mes punchlines. Ça, Sûr de toi déjà. ouais, je devais avoir 16 ans, 17 ans. Tu savais déjà, ok. Ouais. Et après, suite à ça, bon, il s'avère que, je sais plus, on était sortis. Juste après être sortis, on a fait un freestyle à Sang d'encre. Ouais. Qui avait créé une émeute dans les prisons parce qu'à l'époque, c'était beaucoup écouté des missions de Jean-Pierre Sec. Là. Ouais, sur Génération. Suite parce que Doncha, c'était un gars qu'on connaissait très bien, puisque quand il est parti de Belgique, il est arrivé dans notre cité. Ok. Donc après, il nous avait invités, venez et tout. Et suite à ça, donc on a fait un freestyle qui était devenu un genre de freestyle culte. Les gens ne connaissaient pas, ils ont dit ouais, c'est qui eux et tout. Et t'avais des échos donc de prison, comme quoi les gens... ça a fait un truc de fou, puisque ils nous ont vus pendant des années en train de freestyler dans la promenade, et après, boum, direct. Ils étaient fiers, surtout à l'époque, tu vois, il y avait moins accès à tout. Il y avait pas Internet, les smartphones, tout ça. Et donc c'était un petit choc émotionnel et tout. Et après, voilà, quoi, on a vite posé dans les différentes compiles de l'époque. Ok, justement, toi, tu parlais de Doncha. Ouais. Moi, je me souviens, Doncha, c'est un mec que je croisais beaucoup à ce moment-là. Ouais. Et il faisait des mixtapes. Je crois que c'est le premier rappeur à avoir fait des mixtapes, si je me trompe pas. C'est le premier rappeur à avoir fait des mixtapes. Voilà, je parle pas des vrai. DJ, je parle rappeur. Il me semble que c'est le premier. C'est vrai. Et je me souviens qu'à l'époque, il disait tout le temps le nom d'un crew ou d'un groupe, la Perestroïka. Et j'ai jamais su qui était dedans. Et en fouillant comme ça sur Internet, je me suis rendu compte que t'étais dedans, en fait. La Perestroïka, c'était MacGregor, moi et Doncha. Tout simplement. Ouais. Ok. Il citait le nom, je savais pas. En fait, c'était Doncha et ce qui allait devenir Tandem. Exactement. Incroyable. Sauf que, tu vois, quand ça s'est créé, nous, on n'était pas là. Et après, genre, on est arrivé et voilà, tu vois. Mais donc, c'est pour ça. Quand il dit le nom, on vous voit pas. Parce que c'est une période où t'es à l'ombre et tout ça. Voilà. Ok. Très bien. Donc, du coup, on avance, comme t'as dit, vous posez sur des compiles, des mixtapes, des trucs comme ça? Ouais. On pose notre première compile qui est devenue une compile culte qui s'appelle Mission Suicide. Mission Suicide. Parce que à l'époque, Joel Balafré était très pote avec Kilomètre, Famasta et tout ça. Et Joel Balafré, c'est un mec d'Aubert à la base. Ok. Donc, lui, il nous a présenté Famasta à cette époque-là. Et tout. Ok. Donc, on était tous un peu liés, vraiment, on travaillait souvent ensemble. Et, tu vois, c'était l'équipe, la famille et tout. Donc, on a posé dans le premier titre, c'était le morceau avec Dadou et Bustaflex, qui s'appelait Mon rap un sport de sang, là. Et donc, est devenu un gros genre classique hip-hop, là, à l'époque, là. Et c'était notre première apparition sur une vraie compile et tout. En plus, on vous a mis avec des mecs qui étaient en place, des rappeurs qui étaient en place. Parce qu'en fait, les gens, tu vois, ils aimaient trop notre talent et ils voulaient tout de suite nous mettre avec des gens qui étaient... Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Hein. On a posé, on s'est fait grave remarquer sur ce titre-là. Pour te dire que le jour où j'ai posé Mon rap un sport de sang, là, le jour où j'ai posé ce couplet, c'est le même jour que j'ai posé un titre comme Imagine, qui est sorti peut-être un an et demi plus tard. Donc, tu vois, en fait, à l'époque, il y avait un studio à Paris qui s'appelait Studio Black Door. Bien sûr. Et le studio, là, c'était là où tout se passait. C'est clair. Donc, tu vois, nous, je posais tous les titres, on faisait tout dans ce studio-là. Donc, dans le milieu, tout le monde savait que il y avait un petit, là, c'était la foudre. Tu vois? Parce que ça parlait. Voilà, ça parlait. Et à la séance d'après, on disait, juste avant, il y a un mec qui voilà, c'est ça. Je me rappelle et tout que j'avais posé, Imagine, le même jour que justement, que le titre de Sport de sang. Et qu'il y avait pas mal d'anciens et tout dans la pièce et tout. Il y en avait, ils avaient les larmes aux yeux et tout. Quand ils m'ont vu poser et tout, ils disaient, mais, surtout à l'époque, les gens, ils savaient pas qu'on était jeunes comme ça. Ils pensaient qu'on était plus âgés. Par rapport à la maturité de nos textes. Et là, vous êtes la Perestroïka ou Tandem? Vous êtes déjà Tandem? Non, là, c'est Tandem. C'est Tandem, ok. C'est Tandem. Ok. Donc, moi, je sais que là, à ce moment-là, donc, tout le monde se dit, parce que nous, on fait pas le lien, comme tu viens de l'expliquer, que Joel Balafré, il est d'Aubervilliers, tout ça. Là, tout le monde se dit, ok, ils sont avec Kilomètre et tout ça. Mais j'entends aussi des trucs
on me dit que vous enregistrez souvent dans un studio à Aubervilliers, qui était le studio d'un des mecs de Organize. Exactement. Voilà. Voilà, je veux bien t'expliquer ça. Voilà. Parce que c'est important pour tous les gens qui pensent qu'Organize, c'est des Américains aussi. Voilà. Donc, voilà. Organize, Mike d'Organize, Mhm. il est plus âgé que moi, tu vois, c'était comme un grand frère Mhm. et tout. Et c'est lui qui m'a fait connaître le rap. Mhm. Ok. En fait, lui, Mike d'Organize, apparemment, il pouvait pas amener ses vinyles à l'époque. Ses vinyles, il pouvait pas les emmener chez lui. Ok. Donc, en fait, il déposait ses vinyles chez moi. Ah. Et moi, je lui disais, mais c'est quoi tout ça et tout. Il me disait, ouais, ça, c'est du rap et tout. Je dis, mais t'achètes où tous tes vinyles, tous tes trucs là que tu me fais écouter? Et après, il me dit, j'achète ça au Hall et tout. Je dis, c'est quoi ça, les Halles? T'étais vraiment Aubert. C'est à Paris, hein. Mais c'est à Paris, ça. Tu vois? Bon, bref, j'étais petit, hein, ça. Ouais. J'avais peut-être 11 ans et tout. Ah, bon, c'est normal. Ouais, donc, ce qui fait que, tu vois, moi, j'écoutais du rap très tôt. Ça veut dire que, en fait, le fait qu'il dépose les vinyles, Bah oui, ça veut dire que moi, à 11 ans, j'avais ma cassette de Public Enemy, normal. tu vois, tout. Parce que c'est arrivé à moi. Bah oui. C'est pas, tu C'était vois. chez toi carrément. C'était chez moi. Ça veut dire qu'il déposait ses vinyles chez moi. Il y avait des comment on appelle ça, des vinyles de Redman, de EPMD, Ok. de Father MC. Tu vois, je me rappelle un peu les images, les covers des trucs. Tu vois, il y avait, donc ce qui fait que je connais le rap depuis très longtemps, en vrai. Tu vois, il y avait le premier album de R. Kelly, Public Announcement. Tu vois, il y avait la cassette Rap Attitude. Tu vois, il y avait Big Daddy Kane. Ok. Voilà. C'était ça les premiers Ouais. disques que j'ai vus de rap. Ok. Surtout Public Enemy. J'étais matrixé à l'époque. Mhm. Je disais, ah ouais, tu vois, c'était des contestataires. Moi, je Ouais. suis tête brûlée. Donc, tu vois, j'étais petit. Je dis, ah, C'était ça. Ça te parlait. Voilà. Et donc, voilà, c'est donc lui qui m'a fait, tu vois, connaître le rap. On va dire Ok. ça comme ça. Après, genre avec MacGregor, plus tard, donc beaucoup plus tard, durant notre adolescence, nous, on avait déjà un petit studio, du matériel. Ok. Lié à Doncha qui était venu, lui, il était venu habiter dans notre cité. C'est lui qu'on voyait rapper, freestyler, Ok. tout ça. Nous, on a dit, ah, nous aussi, on va prendre notre matériel et tout. Mhm. Et après, genre, ils ont utilisé ce matériel quand on était plus jeunes. Tu vois. Et, Qui, ils Organize. Ok. Et en fait, ils ont fait leur album, ils ont tout pété. Ah, c'était avec Oui, c'était à ton l'époque, matériel avec toi et MacGregor. le sampler S2000. Oui, la caille. À l'époque, et après, genre, ils ont fait un disque et tout. Et nous, on était comme des oufs. On disait, waouh. Déjà, ils pensaient que c'était des Américains. Grave. On disait, mais ça, c'est Mike. c'est pas possible. Tu vois. Énorme. Moi, j'étais là, je regardais Incroyable. derrière les barreaux. Je me disais, mais c'est pas possible. Ah ouais, toi, t'es au placard au moment, Ouais, au moment bah oui, c'est Organize cette ça pète. période-là. Ok. Ouais, moi, j'étais pas là. Tu vois. Ok. Et en fait, après, genre, ben, quand je sors là et tout, les débuts là, tout ça, ben, nous, on fait nous, on est autonome parce qu'en fait, Organize, ils font c'est Mike, il fait son studio à Port-d'Aubert là. Ok. Ça veut dire que c'est lui le premier mec à avoir investi dans la zone là où Ouais. maintenant il y a eu, ou plus tard après il y a eu Core et tout ça. là. Mais en vrai, le premier studio, c'était Mike. Il a fait un gros studio de fou à l'époque et tout Ok. là-bas. Et nous, on enregistrait là-bas. C'est ouf. On faisait nos trucs tout seul, tout. Il a aidé Tandem à exister. C'est fou. Tu comprends? C'est fou. Et alors que tu vois, nos vécus, ils sont pas du tout Ça similaires. n'a rien à tout. voir, même On les est pas musiques. très- C'est pas du tout les mêmes musiques. C'est pas mais du tout similaire, mais Au final, vous ça êtes reste liés. un mec, c'est un mec de mon quartier, tout le monde le C'est connaît, ça. tu vois, dans mon quartier, tout le monde le connaît, mais c'est un mec, tu vois, il est tranquille, Ouais, lui, ouais, c'est un ouais. autre monde, mais c'est mon gars. Bien Tu sûr. vois ce que je On veux le dire. salue. Mike, on le Voilà, salue. c'est frère. Mike, grâce à lui, c'est grâce à lui qu'on a commencé, vraiment. Mhm. Voilà. Ah, énorme. J'aime ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui pouvaient pas faire la liaison entre Mais c'est Organize et impossible. Tandem. Déjà, la moitié des gens pensaient que c'était américain. Ouais. Donc, ils peuvent pas imaginer que Tandem a enregistré ses premiers morceaux là-bas. Ouais, les Ghostbo, tout ça, ils Ouais. se disent, mais ils peuvent pas être avec les fous du 9-3, là. Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais.
Et donc là, on revient sur Tandem, le groupe. Donc toi et McGregor. Exactement. Vous êtes tous les deux d'Aubervilliers, vous Voilà. connaissez du quartier, tout ça, depuis machin, tout jeune. voilà. Voilà. Et vous avancez, et on va arriver jusqu'à ce... Donc vous avez fait Mission Suicide, tout ça, il y a des gens qui vous reconnaissent. On arrive jusqu'à votre premier EP. Ouais, qui est sorti sortira- à peu près dans la même zone, tu Ouais. vois, sorti dans... On va dire que les compiles, là, qui étaient à l'époque, les Sachons dire non 2, Ouais. les Cut Killer Show 2, les Ouais. Mission Suicide, tout ça, c'était 2000, je crois, un truc comme ça. Et notre EP est sorti en 2001. Ok. Donc c'est... ceux qui savent m'écoutent, c'est ça? Ouais. Donc ça, c'est un EP qu'on a fait grâce à Mike. Donc en fait, quand on se retrouve chez Première Classe, c'est parce que, genre, c'est nous, on a choisi. Donc bon, c'est vous avez enregistré votre projet d'abord? Ils ont acheté notre projet. Ok. Important. Et donc, vous retrouvez chez Première Classe. Première Classe, c'est affilié au Secteur A. Exactement. Secteur A, à ce moment-là, ils cassent la radio. Ouais. Ça veut dire, les mecs, ils ont énormément de morceaux en radio. Les albums se vendent comme des petits pains. Quand vous retrouvez chez Première Classe, obligatoirement, vous rêvez d'avoir au moins la même lumière, la même promotion ou pas? Non, on pense même pas. En fait, on est tellement Kaira qu'on pense même pas à tout ça. Ah ouais? Nous, on pense à montrer qu'on est des bêtes de MC. On n'est même pas dans la starification. On n'a rien à foutre. Mais pourquoi vous choisissez Première Classe, du coup? Parce que Pete, il m'aimait beaucoup, tu vois. Et c'est lui qui me parlait beaucoup. Il m'a convaincu. C'est humain, tu vois. C'est humain. On s'est retrouvés là-bas, tout, tac. J'ai dit, bon, vas-y, ok, on fait tous ensemble. Ça a été humain. Ça a été un facteur humain. C'est Pete, vraiment, qui nous a convaincus de rejoindre Première Classe. Et après, voilà, on a fait... on a eu quand même beaucoup de malentendus par la suite, mais parce qu'on voyait, hormis le côté humain, on voyait pas trop les choses de la même manière. Vrai, tu vois. Moi, le truc qui m'a marqué, c'est qu'il n'y ait pas eu de clip, en fait. Je me dis, comment ça se fait? Il y avait une raison ou... Ben, je sais pas. À l'époque, les clips, c'était pas trop développé, les gens. C'était cher. Déjà, c'était cher. C'était pas... c'était cher, mais avant, on pensait même pas à faire des clips. On pensait à passer sur couvre-feu. On pensait à, tu vois, c'était les oreilles à l'époque. Tu vois, c'était pas le visuel, hein. C'était rare, tu vois. Les clips étaient liés qu'à des singles. Ouais. Les clips étaient liés qu'au tube de la radio. Clairement, et donc, tu vois, il n'y avait pas le clip pour faire exister des titres underground. Ça n'existait pas, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'était rare. Il y en avait, mais c'était rare. Ouais, c'était très, très rare. Ouais. Et donc, tu vois, moi, à l'époque, je m'imaginais pas faire de clips. Tu vois, je pensais même pas à ça. Ok. Tu vois, je pensais même pas à des clips à l'époque du EP Tandem. C'est fou, ça. Parce que moi, je me disais obligatoirement, avec tout le succès qu'avait Secteur A et Première Classe, avec leur compilation et tout ça, je me disais peut-être qu'il y avait des attentes, mais ok. Non, on n'a même pas, j'ai même pas, c'est plus tard, moi. En fait, c'est pas ça, c'est parce que j'avais des trop grosses ambitions visuelles. Donc, j'ai jamais pensé à faire des clips tant que mes ambitions visuelles ne sont pas applicables. Ok. Voilà, c'était ça. Ok. Du coup, quel bilan, à ce moment-là, quel bilan vous faites de ce EP, sachant que vous allez quitter Première Classe après? Bah, le EP, il a été reconnu comme classique après coup. Ok. Il y a eu des gens qui pensaient qu'on était des sous-arseniques, je sais pas, tu vois. Ils n'avaient pas bien capté. C'est à cause de la pochette, ça. Peut-être. Mais en tout cas, il y avait des gens qui ont capté tout de suite et il y a des gens qui ont capté après, tu vois. Je sais que les gros classiques comme Les mots, Mémoire d'un jeune con, Imagine, tout ça, ça a été beaucoup plus reconnu peut-être 4-5 ans après qu'on a sorti la Tandematic Model, la grosse mixtape. Street CD, voilà. comme on disait avant. Donc, vu que c'était un peu tout notre parcours chaotique qui précédait l'album, cette mixtape, et ben, il y a beaucoup de gens qui ont connu en vrai nos classiques à ce moment-là et qui ont assimilé le rap un peu sombre, tout à ce moment-là. Tu vois, parce que avant, c'était pas la mode. En fait, au moment où on a sorti le EP, c'était pas la mode, le rap genre sombre, qui dit des trucs, mots compliqués. Et même quand tu faisais ce rap sombre, tu devais avoir un morceau un peu plus joyeux à mettre en avant et tout. C'est vrai. Et ce qu'il n'y avait pas dans votre EP. Non. Voilà. Donc, tu vois, c'était une école
qui est devenue notre école par la suite. Tu Mhm. vois, c'est arrivé, on va dire que c'est à partir de 2004, entre 2004 et 2006, qu'il y a une démocratisation on va dire, du rap sombre, Ouais. tu vois, et tout. Et donc, il y avait déjà un train d'avance, nous, dès le début. Donc, c'était un peu en décalé, mais on a été reconnus, quoi, quand même, tu Ouais, vois. ok. Donc, du coup, vous quittez première classe. Ouais. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites, en fait? Vous avez eu des différends, comme tu viens de le dire. Ouais, vous étiez pas Ouais, sur la même longueur on d'onde. n'était pas sur la même longueur d'onde. On m'appelait beaucoup dans des featuring à gauche, à droite. Mhm. Même si je les faisais tout seul, je disais que c'était tandem, tout ça. Il n'y avait Ouais. pas de truc. J'avais fait pas mal de choses. Mhm. Après, on a fait. Qu'est-ce que vous cherchez, en fait? Qu'est-ce qui nous a fait? Après. En fait, c'est pas ça. C'est que quand le EP il est sorti, moi, j'étais 3 mecs de la street. Quand Ok. le EP il est sorti, après, tout, moi, je m'en foutais. Dès que c'est sorti ça, Mhm. c'était un pacte qu'on s'était fait. On a dit, on va se faire un disque. C'était notre truc. Après, moi, j'ai dit, j'ai plus trop le temps, tout ça, avec tout ça. T'étais plus dans le rap, tu voulais plus. Ouais. Et c'est un mec qui s'appelle Ludo, Mhm. qui venait me voir dans mon quartier. Mon grand, lui, si je me Voilà. trompe Ouais, de Fataf, là. pas. Exactement. c'est Voilà. marrant. Et il venait de voir dans mon quartier, il me disait, ouais, je veux faire une compil, je fais des instrus et tout. Je dis, ah bon, et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut que vous rappiez dedans, tout. Je dis, Mhm. ouais, mais moi, j'ai. Donc, il venait tout le temps me saouler. Non, mais il faut que tu rappes. Ok. Tatati, tatata. Et après, je lui ai dit, ok, vas-y, dis-nous quand la séance, je vais dire à Mac et tout, on va venir et tout, on va faire. Mhm. Donc, après, on a fait Rap Sauvage. Voilà, on le fait taf. Voilà. Et ça, c'était peut-être 1 an après le EP ou 2 ans. C'était en 2003, je crois. Ouais, voilà. Donc c'est Ludo et son projet Fat Taf qui te remet dans le rap, en vrai. Exactement. Ok, Exactement. ok. Ça veut dire qu'on sort Rap Sauvage, qui est clippé, d'ailleurs. Mhm. Et tout le monde était content. Il y a un clip, tout Ouais. ça. Et moi, j'étais le seul à l'époque qui n'était pas content du clip. Ah ouais. Tes ambitions. Moi, je voulais pas qu'il sorte. Donc, c'était pas assez bien pour toi. Ouais, je dis, c'est quoi ça? C'est moi, le jour où je vais faire mon propre clip, vous allez voir. Parce que là, c'était pour une compil. Tu vois, j'étais en. Je dis, je comprends pas. C'est pour qu'est-ce qui. Tu vois, bref, Ok. tu vois, c'était. Et suite à ça, donc, on sort, comment dirais-je, on sort Rap Sauvage, Mhm. qui cartonne Mhm. et qui nous fait retourner dans les studios. Ok. Et donc là, on travaille. On travaille, on a des problèmes contractuels pendant 2 ans. On ne peut pas sortir de disque. Vous êtes bloqué chez Première Classe. Ouais. Ok. Donc on est bloqué. C'est pour ça qu'à l'époque, on sort pas d'album entre Ouais. le EP et truc. C'est lors de la libération contractuelle, Mhm. c'est là qu'on sort la Tandematic Model Ok. avec tous les trucs qu'on a fait à gauche, à droite Ah. et tout. Et 3 inédits. Mhm. C'était le truc du moment. Je me souviens de cette époque où on disait Street CD. C'était un peu le CD qui sortait avant l'album, Exactement. avec tous Voilà. les trucs que tu avais fait à droite, à gauche. Voilà, exactement. Et Mhm. on a mis 3 inédits. Et tout. Ok. Et voilà. Et c'était Et ça fait et ça beaucoup de bruit, je me Ça fait rappelle. beaucoup de bruit. Ah, C'était une grosse mixtape. Il y a beaucoup de gens qui nous ont découvert à travers cette mixtape. ok. Et dans cette mixtape-là, j'ai décidé de clipper un titre qui était déjà sorti auparavant. Mhm. Parce que on l'avait fait pour une compile, mais la compile, ils l'ont pas clippé. J'aurais dit, vous êtes des fous. Moi, dans ma tête, tout était calculé, que ça devait être clippé et tout, parce que je voulais représenter mon département depuis un moment. Mhm. Et ben, j'ai clippé 93 Hardcore pour la mixtape. Oh, 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 attends. T'es en train de me dire que 93 Hardcore, vous l'aviez fait pour une compile? Ben oui. C'était quelle compile? Une compile qui était chez Hostile. Une compile de Posca, j'ai oublié, 2000. What's the flavor? Non, pas What's the Flavor. Ça s'appelait Truc 2000, je me rappelle plus. C'était une Ok. compile qu'on avait faite. Pour les halls 2000, non? Et un truc comme ça. Pour les halls de... ouais. Voilà. Ouais, Pour ouais. le Hall 2000. Ok. Et 93 Hardcore, il est dans cette compile. C'est pas vrai. 93 Hardcore, c'est pas le single de l'album Tandem. Mais non. Non. C'est. Ok. Voilà. En fait, toi, tu connais le potentiel du morceau. Ouais. Et tu te dis, Je dis, mais vous êtes des fous. J'ai dit, moi, le jour qu'on a fait la compile, on a rassemblé tous nos titres. J'ai dit, on va clipper 93 Hardcore. mais ça a été une idée de génie. Voilà. Et on a clippé 93 Hardcore. Et, Est-ce que, quand le clip sort, les premiers retours que t'as, est-ce que tu sens que ça y est, le vent il est en train de tourner pour Tandem? je sens que le vent, il tourne pendant le tournage. Pendant le tournage, carrément. Ok. Parce qu'en fait, Pourquoi tu vois, on a clippé à Aubert,
On a clippé à La Courneuve, Ouais. on a clippé à Saint-Denis, à Aulnay, on a clippé, tu vois. En mode 9-3, Partout. c'était pas Aubervilliers, c'était Et vraiment à un moment, 93. je me rappelle, on était à Verlaine, à La Courneuve. On clippait, on était là, tout. Mais tu vois, tout le monde était, tu vois, tout le 9-3, il était en... Qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, on le voyait sur le Sur le tournage. tournage, Que ok. c'était une dinguerie ce qui était en train de se passer. Tu vois? Donc nous, ça veut dire que on était déjà satisfait sur le tournage. Ok. On disait là, c'est une dinguerie, ça va C'est sonner clair tout le et monde. net. Ouais. Tu vois? Et c'est tout le monde qui était content, ça sort quand, là, le clip, tu vois? C'était la première fois qu'on voyait, la Seine-Saint-Denis, représentée d'une manière plus sociale. Tu vois? Genre où on voit vraiment l'envers du décor d'où on a grandi. Et ça a vraiment fait un boom, quoi. Parce que il y a eu un trou quand même en ce qui concerne le rap dans le 93. Donc il y a eu, à l'époque NTM, ils ont tout cassé, on sait. Et puis il y a eu un espèce de trou pendant longtemps. C'était très calme. Et je trouve que la période où vous êtes là, Tandem, il y avait Alibi Montana qui faisait son truc aussi de son côté. Il y avait des mecs comme Larsen. Il y avait un truc. Un 9-3, un renouveau du 9-3, je trouve. Et c'était bien symbolisé par ce morceau, 93 Hardcore. Exactement. En fait, c'est que le 9-3 de l'époque NTM, c'était le hip-hop. Ouais. Et nous, on est arrivé avec le rap. Eux, c'était des mecs du hip-hop. Ouais. Ils faisaient de la danse, du graphe. Il y a une vraie différence. Voilà. Donc, eux, à la base, c'était les pionniers du hip-hop. Ouais. Tu vois. C'était la culture. Quand tu regardes le clip, tout n'est pas si facile. Tu vois qu'il y a de la danse, du grave, du break. C'est le groupe du hip-hop. Tu vois, c'est les gens qui ont ramené le hip-hop en France. Et nous, on a été les premiers, genre, à représenter maintenant les ghettos du 9-3. Ouais. Tu comprends pas? C'est notre perception. Ça veut dire que nous, on était des gens du rap. Ouais. Et on était des gens qui voulions représenter d'où on vient, tu vois. Et voilà, donc il y a beaucoup de gens pour qui dans le 93 Hardcore est un titre très important dans leur cœur, parce que pour eux c'est le début du cri des sans-voix, tu vois, de notre département. C'est vrai. Tu vois, donc voilà, ça dépasse le rap. Non, c'est vrai. Du coup, le clip sort. Vous le mettez surtout sur YouTube. Il y a quelques chaînes de télé qui le passent. Il y avait des chaînes de télé qui jouent des clips la nuit, tout Zik. ça. Je me rappelle très bien de cette Il y chaîne. avait une chaîne qui passait tous les clips de rap à l'époque. C'était notre YouTube de l'époque, on va dire. C'était la chaîne Zik. Zik, ouais, c'est vrai. Voilà, il y avait le directeur de la chaîne qui s'appelait David, qui a vu passer tout le rap à l'époque, tu vois. C'est lui, en vrai, qui a permis au rap des années 2000 d'exister. On faisait des clips pour lui, en fait. Ouais. Tu vois, on faisait pas des clips pour YouTube, on faisait des clips pour lui. Ah, YouTube, c'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'était bien à cette époque, j'aimais bien. On est venu, c'était le début, on représentait on était dans le début de quelque chose de nouveau dans le rap. Et ça a vraiment marqué. Hein. Mais du coup, c'est toi qui as réalisé le clip? Bien sûr. Ok. J'avais Les l'idée. images chocs, tous les trucs. En fait, c'est un truc que j'ai fait, Teufa et moi. Ok. Teufa et moi. Teufa, à l'époque, il était avec les connards. Le truc de Michael Youn, là. Voilà, Michael Youn et tout. Et donc, en fait, il y avait un des gars là qui était un réal dans leur bande et tout. Et c'est lui qu'on a ramené dans le ghetto et on a fait le clip. Donc, t'es en train de nous dire qu'il y a un mec de l'équipe de Michael Youn qui a participé à la réalisation du clip 93 Hardcore. Bien sûr. Ce grand écart est magnifique. Bien sûr. Même la trilogie et tout. C'est eux. Bah oui, du coup, il était prêt. Je vois. Et donc, tu vois, c'était une sacrée époque et tout. Tu vois, on a fait des tournages. Ils étaient en immersion, tout le monde, hein, Teufa, tout, ils étaient en immersion. Hein, c'était un tournage, on a reçu Teufa ici, il nous a dit, le 93, c'est un pays, c'est un autre pays. Quand tu rentres dedans, c'est autre chose, c'est d'autres gens, c'est un autre monde, tout ça. Et il dit, en travaillant avec vous, il a vu ça. Donc, c'est vrai. Ok. C'est vrai. Donc, je me souviens, le clip Raz-de-marée fait du bruit. Il y a beaucoup de gens qui vous découvrent comme ça. Moi, plein de gens qui me disent, tu connais Tandem, 93 Hardcore. Je me rappelle, pour ça, je te dis, voilà. Le vent, il a tourné à ce moment-là. Mais qui produit à ce moment-là, déjà, le Street CD?
C'est nous. C'est vous-même. Voilà. Ok. Parce que moi, après, quand l'album sort juste après, donc c'est toujours pour ceux Ouais, qui savent. Ouais. J'entends plein de gens qui se disent producteurs de cet album. Non. Donc là, toi, t'es là, j'ai besoin que t'éclaircisses tout ça. En fait, je t'explique. L'album, on était 3 coproducteurs. Mais à la base, c'est comme si c'est moi qui ai dispatché. On était une famille, en vrai. Tu vois. Ok. C'était... Il y avait Joel Balafré, Mhm. il y avait Tefa Masta, Mhm. il y avait McGregor avec Hématome, Mhm. hein, et il y avait moi. Mhm. Et en fait, moi, j'étais un peu le catalyseur de tout ce groupe de personnes. Ok. Et donc, en fait, j'ai dit, bon, on va faire tout le truc tous ensemble. Mhm. Mais sauf que nous, on était jeunes. Ça veut dire que les mecs qui étaient les plus âgés, c'était Tefa et Masta. Donc, nous, on était 3 coproducteurs. Mhm. C'est-à-dire, il y avait moi, il y avait McGregor Mhm. et Tefa Masta. Ouais. Il y avait Kilomètre, moi, et qui était Explosif, et Hématome qui était McGregor. McGregor. Et donc, on était 3 coproducteurs à faire la mixtape. Ok. Voilà. Dès la mixtape. Dès la mixtape. Et quand l'album arrive derrière, c'est les mêmes équipes. C'est les mêmes équipes. Ok. C'est les mêmes équipes. C'est à l'époque, celui qui nous a ouvert la porte de chez Bico, c'était Rismo. Ouais. Rismo qui était un grand frère, un ami d'un Cléon à moi, tu vois. Et donc, lui, tu vois, ça faisait aussi... C'était un ancien, tu vois. Ouais. Et lui, il Donc a... d'où on parle de Rismo Doing Damage. Exactement. Voilà. Et c'est lui qui a trouvé la porte de Emmanuel de Burtel. Mhm. C'est lui qui nous a ouvert la porte. Mhm. Donc lui, il était un peu comme le manager, Ok. tu vois. Et en fait, c'est lui qui nous a trouvé le deal qu'on a signé Mhm. avec, Ok. avec De Burt. Très bien. Mm. Donc là, vous sortez l'album. Ouais. Et donc, comme tu viens de le dire, 93 Hardcore n'est pas le premier single de cet album. Donc là, vous sortez cet album, l'album marche au niveau... Si on parle de chiffres d'indépendants, Ouais, il marche bien. il marche bien. Il marche bien, ouais. Donc là, tout le monde, ça continue de parler de vous. Et ce qui se passe derrière, c'est que... Moi, tout à l'heure, on parlait de Tandématique Volume 1, Mm. qui est un street CD qui a tout arraché. Je me rappelle qu'en même temps, il y avait Cynic, qui avait un street CD qui s'appelait Avant attendant l'album, je crois, qui arrachait tout. C'était la folie. Il y avait l'Assassin, le morceau. Ouais, ouais. Et il me semble qu'il y a une tournée, l'Independence Tour, qui se fait, Cynic, Tandem et l'Escadrille. Ouais. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était un super move. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Que ça se faisait très peu en France, alors qu'aux États-Unis, ça existait déjà depuis des décennies. Et nous, en France, les gens ne s'unissaient pas pour partir en tournée. Qui a eu l'idée de faire ça? C'est... Te fait, moi. À la base, toutes les idées autour de Tandem, c'est Te fait, moi. Ok. Mm. Comment vous choisissez Cynic et l'Escadrille? À la base, Cynic, ça faisait un moment qu'il était là, puisqu'on avait déjà travaillé avec Cynic, v'là la compil de Mission Suicide, il Ouais, avait déjà il est posé dessus. bien sûr. Après, entre-temps, tu vois, Mélanie, c'était la famille. Tu vois, donc nous, tu vois, Mélanie, il y avait Jams. l'époque de, ouais, voilà. Il y avait l'époque de l'album de Jams, lui, il était là, donc on était se tous, croisait. on était tous mélangés. Ouais, Tout le ouais. monde c'était mélangé. On était tous les snipers. Ouais. Tu vois, on était tous liés, on se voyait tout le temps. Ok. Donc pour nous, c'était logique. Mhm. Bon, venez, on se fait une tournée, voilà. Tu vois, il y a l'Escadrille. L'Escadrille, nous, on les a connus à l'époque de Première Classe. Ouais, On était bah les oui. deux jeunes groupes. Exactement, ils avaient un EP donc, aussi. tu vois, voilà, ils étaient aussi, ils étaient en train d'arriver au même moment. On a décidé de se faire une petite tournée ensemble. Et ça s'est très bien passé. On avait même fait un morceau Indépendance Tour pour l'album de l'Escadrille. Ouais, je me souviens de ça. On a fait le titre de cette aventure pour l'Escadrille. Ok. Ouais. Lourd. Donc, ouais. Bon souvenir de cette tournée. Ouais, très bon souvenir. C'était très bien. Et moi, ce que je me souviens, donc, après cette tournée, Cynic et l'Escadrille se retrouvent chez Warner. Et moi, j'attends justement aussi que Tandem se retrouve dans un gros truc comme ça. Et finalement, vous avez une démarche plus indépendante. Ouais, c'était notre... c'était notre volonté. C'est voulu. Ouais, c'était notre volonté. Ok. Tu vois. Donc, on va revenir sur l'album. L'album de Tandem sort. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'indépendance, ça se passe super bien. Et puis derrière, en fait, il y aura plus d'album de Tandem.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous n'êtes pas officiellement séparés. Il me semble que chacun fait... Tu fais patrimoine du ghetto à ce moment-là? Mais c'est pas lié à Tandem, hein, c'est pas lié à Tandem. À la base, c'est que... Qu'est-ce qui se passe? C'est que... C'est compliqué à expliquer parce que, en fait, quand moi, à la base, genre, je me suis tout donné pour Tandem. Mais en fait, quand Tandem a pété, tout le monde a voulu utiliser Tandem pour faire autre chose. C'est ce qui s'est passé, en fait. Quand tu dis tout le monde, c'est-à-dire en plus de toi et McGregor? Non, ça veut dire, oui, tous ceux qui étaient dans le staff de Tandematic Model, là, c'était, en fait, dans le succès Tandem, tout le monde était dans... Chacun voulait développer, genre, ses bises. Donc, c'est là que, je sais pas, Masta et Tefa, ils étaient occupés à faire l'album de Cynic. Le deuxième album de Cynic. Et McGregor, qui faisait beaucoup d'instrumentaux et tout, lui, il était occupé à faire ses compiles d'Hématome. Parce que lui, en fait, à l'époque de la sortie de l'album Tandem, on avait même sorti la compile d'Hématome. Ouais, je me souviens. À l'époque, tu vois, c'était sorti à peu près en même temps. Donc, en fait, tout le monde était en train de faire ses trucs. Et en fait, Patrimoine du Ghetto est arrivé. C'était un truc pas du tout prévu. Ok. Patrimoine du Ghetto, c'est genre, il n'y a rien à faire. Bon, vas-y, viens, Joe, je vais faire une compile. Tu vois, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est pour ça que la compile, elle a été faite rapidement. La compile a dû se faire en 1 mois. Ok. Mais rassembler tout ce beau monde en 1 mois. Ouais. Ah, respect. Bah oui. C'est quand on connaît les rappeurs français, comment ils sont compliqués. J'ai fait la trilogie, on a fait un morceau, on était tous en même temps au moment. Voilà, donc c'était le moment de, passe au non, studio. ce que je veux dire, c'est que quand j'ai appelé les gens pour faire le titre du jugement, on s'est tous retrouvés au studio au même moment pour faire Tout le monde était là le même jour. Ah oui, c'est pas chacun venait poser sa partie. Ah, je sais pas, t'es un bon marabout, je sais pas. Je suis un général de guerre. Il n'y a pas besoin d'être un marabout. Le rap français, les mecs, ils sont tous dans des matrices différentes. T'arrives à rassembler tout le monde le même jour. Bien sûr. Chapeau. Et tu fais Patrimoine du Ghetto en 1 mois. Ouais. Chapeau. Ouais, en un été, 1 mois et demi, où tu vois, je me rappelle, c'était pendant un été, un truc comme ça. Et il y avait aussi bien des Kerry James, des Booba, des Ekwe, ça Exactement, tu vois, c'est tout ce que j'aimais, mais qui étaient des écoles différentes, exactement. Mais qui étaient trucs. Donc finalement, ça a été un truc que je voulais faire pour aussi booster Joel Balafré. C'est là qu'il a vraiment été reconnu. Donc lui, en tant que Joel a fait tous les beats. Tous les beats. Ok. À la base, c'est moi qui lui avais passé le sample le sample pour faire 93 hardcore, c'est moi qui lui ai trouvé. Je lui ai dit, tiens, je vais faire un morceau sur le 9-3. Tiens, prends ce sample, fais le beat. Ok. Et le sample, c'était un film qui s'appelait Bound. Tu te rappelles de ce film ou pas? C'était un gros film. Il s'appelait Bound. C'était un gros film. Ok. Et le sample, c'était la guerre, hein. Et le sample, demain, si tu regardes le film, tu vas le reconnaître direct. Si tu regardes le film Bound. Ok, on va regarder ça. Et donc, suite à ça, j'ai dit à Joe, t'inquiète, tu vois, là, je voulais qu'il ait grave confiance en lui parce que c'était quelqu'un qui avait du talent, mais il doutait souvent. Donc, quand on a fait la compile, ça l'a mis vraiment, tu vois, de la confiance. Il a fait tous les instrus. Il avait quand même un keyboard avec lui qui créait des samples, qui s'appelait Elio. Ouais, je me souviens. Tu te rappelles de lui? C'est nous qui avons fait découvrir Elio. Ok. Voilà. Et donc voilà, quoi, parce que Elio, il a aussi travaillé un peu avec Joe sur l'album Tandem, avec Tyran. C'est eux deux qui avaient fait le plus de prod, Joe Balafré et Tyran. Et Tyran, qui était un mec de chez nous aussi, là, d'Aubert. Ok. Et donc, cette compile, finalement, a été faite avec une spontanéité incroyable. Ouais, en 1 mois, ça peut être que ça, hein. Avec une spontanéité de ouf. Et après, je l'ai sorti en total indé. Et quand c'est sorti, ça a cartonné. Ouais, avec le clip du morceau avec Kerry James. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand le clip du morceau avec Kerry James est sorti, nous, c'était sorti peut-être en octobre 2005. Et l'album de Tandem, il était sorti en février 2005. Ok, ouais. Donc, voilà. Ouais. Et en fait, il y avait Insurrection qui était sorti aussi en février 2005 ou mars 2005, le truc de McGregor. Et il avait sorti après Résurrection aussi fin 2005. Ah ouais, 2005. Il avait sorti 2. Vous avez charbonné. En fait, c'est pour ça que c'est pour t'expliquer que
l'année 2005, genre les phénomènes tandem, c'était le phénomène tandem, c'était pas que l'album tandem. Tu comprends? Ouais. Genre, avant la sortie de l'album tandem, on avait déjà tourné la trilogie. La trilogie, elle a été tournée peut-être 2 mois avant la sortie de l'album tandem. On l'avait coffré et on savait qu'on devait le sortir au moment où il fallait le sortir. Donc, ce qui fait que quand il y a eu la réédition de l'album tandem, donc accompagnée de la trilogie. C'est-à-dire là, la trilogie sort, le mini-film, eh ben, il sort, je sais pas, il sort peut-être en septembre 2005. Donc, ça veut dire que la trilogie, et Patrimoine du Ghetto, ça sort le clip de Kerry et truc, ça sort peut-être à 1 mois et demi d'écart. Donc, c'est une trop grosse information à l'époque. Pour que l'année, elle nous appartienne pas. C'est clair. Vous avez arrosé 2005 de ouf. Exactement. Ok. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après, dans le sens où, comme je disais, nous, on sait maintenant, que puisqu'on est en 2020, on sait qu'il n'y a pas eu d'autres albums de tandem. Et là, t'arrives en Mac Taylor solo. Ouais. Comment ça se passe? Parce que ton solo, il sort chez Because aussi. Ouais, exactement. Alors que McGregor, lui, ces trucs sortent pas chez Because. Non, ils sortent pas chez Because. Voilà. Ils sortent, je me rappelle plus chez qui. Vagram, je crois. C'était pas chez Menace Record à un moment? Ah oui, c'est avec Menace. Vagram, mais via Menace Record. Ouais, c'est vrai, c'était voilà. ça. Ouais. Et du coup, comment ça se passe avec Because? Parce que je me rappelle que Tom, on avait une discussion dans un autre média, une autre radio, il y a très longtemps, où tu m'avais expliqué un truc qui m'avait scotché, par rapport à ton premier album chez Because, d'où je viens. Non. C'est Général. Le Général, pardon. Et que t'avais vendu cet album à Because, en fait. Exactement. Tu peux expliquer pour j'ai fait l'album les gens qui nous écoutent? En fait, j'ai enregistré l'album et je l'ai vendu. Voilà, Général. Ouais. Cet album-là, tu l'as enregistré. Ouais, je l'ai enregistré. Puis t'es allé voir Because. Ouais. Tu leur as vendu, t'as pris ton argent directement. Ouais, c'est ça. Je l'ai vendu, les gens, c'était un choc, les gens parlaient, Mactar, il a fait un coup. Okay. Après, genre... ouais. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé artiste Because en vendant l'album. Voilà. Parce que moi, je me souviens de cette époque-là, ça veut dire, déjà dans Patrimoine du Ghetto, il y a Booba qui fait l'intro. Exactement. Voilà. Donc, on commence à te voir avec Booba, il est sur ton album, ton premier album chez Because, t'es sur son album Westside. Voilà. Donc, les gens commencent à se dire, OK, Mac Taylor, c'est le prochain, il va tout niquer, tout ça. Et finalement, quand l'album sort, il n'y a pas de disque d'or à l'appui. Ouais. Par contre, il y a un gros choc, et on va en parler juste après, mais il n'y a pas le disque d'or à l'appui. Donc, beaucoup de gens se disent, et surtout, ça, c'était une époque où, si t'étais pas disque d'or, machin, à l'époque de 100 000 CD, on parlait de ça. Du coup, on te regardait plus de la même façon. On se disait, finalement, bof, on s'est peut-être emballé. Et surtout, financièrement, beaucoup devaient se dire, il a pas gagné d'argent. Et c'est pour ça que je te dis, quand tu m'as annoncé que t'avais vendu cet album, je me suis dit, mais le gars, il était bien. Oui, ça, c'est... T'avais bien fait ton business. J'ai toujours été un businessman, ça, c'est... C'est important de le dire, Maintenant, on va parler artistique par rapport à ce premier album solo. Parce que tu prends un virage qui était nouveau. Aujourd'hui, quand on dit ça, on peut se dire, tout est normal. Mais à l'époque, oui. Tu rappes sur des morceaux de Dirty South. Exactement. Alors que la je France... rappe et chante. Ouais, en plus, c'est des morceaux aussi. Alors que en France, c'est où t'es très East Coast New York, ou t'es West Coast, mais le South, il y a rien. Encore, voilà. C'est vrai, exactement. Donc déjà, d'où vient cette idée, cette inspiration, et est-ce que t'es conscient de prendre un risque? En fait, pour moi, quand je fais cet album-là, je le fais dans la continuité de tout ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, au début de notre, de notre discussion, je t'ai dit que le EP Tandem, au final, a été reconnu après coup. Ouais. Donc finalement, le EP Tandem a vécu la même chose que mon premier album. Tu comprends mais tu sentais que ça allait être comme ça quand tu le faisais? Bien sûr. Ok. Quand j'ai enregistré 9-3 tu peux pas test, c'était le mec qui a enregistré mes voix, c'est McGregor. D'accord? Quand je faisais 9-3 tu peux pas test, c'est lui qui a enregistré 9-3 tu peux pas test. Ok. Et donc, je le pose et tout. Il y a lui, il y a mon frère, il y a je sais plus qui, et ils me disent, et je dis, et moi j'écoute le son, je dis quoi?
comment il va tout péter le son. Et eux, maintenant, ils me disent quoi? Mais jamais de la vie, ça peut péter. Ça, c'est quoi, ces instrus et tout? Il y avait le petit Windstar, c'était le nouveau. Je dis, je vais vous expliquer. Je leur ai dit, tu vois, moi, j'ai grandi avec Mobb Deep. Et j'ai dit, Young Jeezy, Gucci Mane, tout ça. J'ai dit, c'est comme si c'est la suite de Mobb Deep, d'un nouveau truc, Mobb Deep. dans le truc, tu vois, de mec de la street, t'es obligé de ressentir. Sinon, c'est que t'es pas mec de la street. Et moi, je me suis dit, ben, je vais faire la suite, hein, voilà. C'est tout. J'ai kiffé, j'ai dit, bon, je vais continuer à rapper la street avec ma vibe. J'ai dit, on peut pas rapper toujours de la même manière, c'est pas possible. Sur les mêmes La sons, musique, la musique à la base, c'est de la créativité. Tu peux pas, moi, j'ai toujours, je me suis d'abord écouté moi avant le public. Parce que j'estime que c'est moi qui ai raison. C'est pas le public. Ok. Mais bien sûr, c'est nous, on important. fait du rap. Eux, ils en écoutent. On les instruit. Il y a des morceaux, il y a plein de jeunes, ils vont dire, ce morceau-là, je l'aimais pas quand j'étais petit, quand j'ai grandi, je l'ai compris. Donc, comment tu peux baser ta carrière sur un petit qui connaît pas, mais qui va connaître après? C'est pas possible. C'est intelligent et logique. C'est pas possible. C'est vrai. Et donc, je sors, parce que c'est ça le paradoxe de cet album, c'est que, il a eu un énorme buzz. Ouais. Ah ouais. Mais C'est un gros. t'étais en radio nationale. T'étais sur Skyrock. Ça tournait. Sauf que 9-3 Tu peux pas tester n'était pas en radio. Attends, qu'est-ce que t'es en train de dire? 9-3 tu peux pas tester, il passait pas en playlist? Non. 9-3 Tu peux pas tester n'était pas en C'était radio. à chaud. C'était à chaud. En fait, C'est fou, ça. Je te jure tellement. 9-3 tu peux pas Il a tester tout à tourner. cassé. Ouais. J'avais l'impression qu'il était en playlist sur Skyrock. Non. Et en fait, c'est pour ça que je t'explique. En fait, l'album, mon virage, il a vraiment créé un vrai buzz. Ouais. Ça veut dire que il y a pas eu le disque d'or à cette époque-là, parce que la polémique, elle était un peu sur le Dirty South, mais elle était beaucoup sur le chant. Ok. Notamment Tu vois. Petit Frère. Voilà. Qui passait à la radio. Parce que à l'époque de 9-3 Tu peux pas test, c'est là que quand t'arrives en boîte de nuit, maintenant il y a les morceaux de rap français, c'est la période des premiers morceaux, Bulbi, Reste en chien, Dirty Ouf, tout ça. Voilà. Donc là, tous les sons, il y a une liste de sons de rap français qui tournent en truc. Pas tant que ça au final. Ouais, en fait, il y en avait 4-5, mais c'était le début, tout le monde était posé. Voilà, c'était ouf. Voilà. Il est passé plusieurs fois dans la soirée. Voilà. Donc, ce qui fait que, au final, c'était vu comme un succès, c'était comme une révélation. 9-3 tu peux pas tester, passait en boîte de nuit. Ouais, à une tout le période monde où était, il y avait très peu de rap français. Voilà, 9-3, tout. J'étais le premier rappeur à avoir représenté le ghetto d'Afrique lié au ghetto français. Ouais. Il y avait trop d'informations fortes. Donc tout le monde s'est dit j'allais tout exploser, tout. Tu vois. Et en fait, après, il y a eu Acho qui a tout niqué aussi, tout. Et après, il y a eu le morceau, et c'est le morceau où je chante. Petit Frère. Vu que je suis le mec de Tandem, tout. C'était interdit dans la tête de certaines personnes. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai toujours dit que moi je chantais en Lil Wayne. Hein. Ok, ouais. Tu vois, ça veut dire que aujourd'hui les sons ils sont chantés, c'est normal. C'est normal. Mais quand tu reprends l'histoire du rap, le premier rappeur, genre vrai rappeur qui chantonne toute une musique, c'est moi. Bon, c'est-à-dire passer de trucs très sombres, hardcore, au niveau du rap, très dur, à se retrouver à chanter. Chanter, genre chanter une musique, chanter Vocaline, tout, chanter une musique, genre c'est moi. Ok. Ça n'existait pas. Tu vois, genre, et là, genre, les gens se sont dit, pas les jeunes, hein. Ouais. Parce que, en fait, par exemple, tous les jeunes qui écoutaient l'album du Général n'étaient pas conscients de la polémique de l'album. Faut le savoir. Ouais. Faut le savoir, hein, que un petit de l'époque, il va dire, putain, je m'en rappelle, j'écoutais que ça quand j'étais petit. Ouais, voilà. Mais lui, il était pas conscient qu'il y avait, moi, les anciens. C'est-à-dire, moi, il y avait mes aînés qui étaient encore jeunes, en fait, tu vois, qui étaient, genre, les puristes. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Et donc, en fait, à l'époque, il y avait les puristes. Ouais. Et moi, mes ennemis étaient les puristes. Et les puristes, ils comprenaient pas ce que je faisais. Les puristes. Okay. Mais tout le temps, je leur disais, mais le temps, il va me donner raison. Et moi, à chaque fois, le temps me donne raison. Donc, à la fin, le nom de McTayer, il est lié à, ah, mais attention, à chaque fois qu'il fait quelque chose, après, ça devient la mode. Ça devient le et je l'ai fait à plusieurs reprises. Okay. L'album du Général, c'est le premier de ce format-là, mais je l'ai fait sur d'autres
On va y venir. à d'autres étapes. On va y venir. Tu vois? Et voilà. Donc, pour moi, je leur disais juste, aujourd'hui, lorsque les gens ils parlent de ma discographie, ils parlent de mes disques comme des classiques. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui oublient qu'à cette époque-là, il y avait la critique, il y avait tout. Aujourd'hui, on parle de l'œuvre. Ah ouais, ça, c'est un classique. Ah ouais, j'aimerais trop m'acteur. Ils reviennent comme dans cet album-là. Alors que cet album-là, au moment-là, il était décrié. C'était un combat, ouais, genre. Voilà. Ok. Tu vois, Je vois très bien. Voilà. Mais, du coup, moi, dans tout ce que tu viens de dire là, ce qui me choque en vérité, pas tant que ça, mais c'est toujours marrant avec le recul, c'est que quand t'es en studio, tes gars, ils disent non, 9-3, tu peux pas tester, ça peut pas prendre. Ouais, bien sûr. Donc, quand le morceau se retrouve en boîte de nuit, en club, tu sors, t'es avec tes gars, et vous entendez le morceau, qu'est-ce qu'ils te disent tes gars qui avaient pas cru en la chanson? Mais je leur dis, je vous avais dit. C'est tout. Je leur ai dit, je vous avais dit, ça allait faire du sale. Ok. Tu vois, c'est... Et voilà, c'est tout. Et toi, après, tout le monde voyait. Tu te rappelles la première fois que tu l'entends en soirée? Je me rappelle plus, mais... Ça a provoqué quelque chose en toi? Je sais plus. En fait, moi, mon problème que j'ai toujours eu, c'est que, en fait, j'ai tellement été sûr de tout ce que je faisais que j'ai jamais eu le sentiment de satisfaction à un instant T, à genre juste kiffer le moment d'un, tu vois. Dans ta tête, c'était prévu. Ouais, bon, ouais, voilà, mission coché. Ça y est, on l'a fait. Genre, tu vois, c'est ça le problème. C'est un problème. Ouais. Prends le temps de kiffer. C'est ça, Prends le temps. Ok. On avance. Ouais. Et tu sors un deuxième album qui est D'où je viens. Exactement. Qui n'a rien à voir avec... En fait, il y a plus ce Dirty South. Exactement. En fait, l'album D'où je viens, bon, déjà, moi, j'avais une vie très compliquée, très trépidante, on va dire. Et en fait, l'album D'où je viens, je l'ai fait entre mon train de vie très strict que je menais à l'époque et tu vois, tout ce que j'entendais, tu vois, j'étais trop devant de la scène, moi, j'étais pas habitué, tu vois, tout le monde était en train de parler de moi, ouais, tu vois. Et en fait, ils m'ont donné le mort et en fait, j'ai fait un album énervé. Ok. Et j'ai fait un album énervé à l'image de mon train de vie. Et en fait, cet album-là a crédibilisé mon premier album. Parce qu'en fait, ils se sont dit que s'il s'est fait un album comme ça, c'est que l'album d'avant, en fait, il savait ce qu'il faisait. Ouais, je vois ce que tu dis. Exactement. Ok. Et c'est quand même ton deuxième album solo. Alors, les fans de Tandem disent, putain, il n'y a pas de Tandem, mais il y a un morceau avec McGregor dans cet album. Ouais, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, les gens qui sont pas proches de toi, qui sont pas dans l'entourage, ils se disent, mais ils sont pas en guerre. Ouais, non. Pourquoi il n'y a pas d'album de Tandem? Ouais. Mais parce que, en fait, tout le monde était rentré plus ou moins dans sa spirale. Moi, je voulais faire un album Tandem, hein, mais après, bref, tout le monde était rentré dans sa spirale. Et voilà, ça a continué comme ça, tu vois, ça a continué comme ça, et puis c'est tout, hein, je sais pas. Hein, okay. J'ai plus mais ça s'est fait comme ça, tu vois, quand même, on a fait le morceau, je dis, vas-y, viens, on fait tu vois, c'était comme ça, on était habitués. Ouais. Tu vois, on était habitués. Enfin... Et le truc qui est important sur D'où je viens, c'est que, il me semble, tu me dis si je me trompe, que là, t'as pas de playlist radio. Si. Sur quel morceau t'as? Je m'ennuie grave. Ok. Très bien. Donc, on arrive à Trick. Et là, pareil, pour moi, Dirty South. Ça, c'est Hat-Trick, c'est le Général 2, on va dire. C'est celui-là où je prends encore des risques musicales. On allait y venir. Ouais. C'est plus le Dirty South, c'est là, tu prends un virage, au moins sur 2 titres, électronique. électro. Ouais. En fait, cet album-là, je l'ai fait comme un album de Michael Jackson. Explique-toi. C'est pour ça que la pochette de cet album, elle est inspirée de la cover History. Tu vois, c'est pour ça que je suis recouvert. Tout, elle est, et en fait, je me suis rendu compte que la carrière de Michael Jackson, chacun de ses albums était une inspiration différente de la musique, soit Quincy Jones avec la soul, soit le rock, soit le truc. Donc moi, en fait, dans Hat-Trick, je voulais montrer par quoi le rap était passé tout au long de sa vie, tu vois, le rap. Ouais.
Le rap a rencontré le rock, le rap a rencontré la soul, le rap a rencontré la funk, le rap a rencontré tous les styles musicaux. Il y a eu Run DMC, il y a Aerosmith, il y a eu tu vois, il y a partout des trucs. Donc, ce qui fait que dans cet album-là, il y a de la soul. Un morceau que j'avais fait avec Derek Martin, qui s'appelait Obama Side. Il y a 2 morceaux de rock, un qui s'appelait Attitude de Rockstar et un autre qui s'appelait Incompris. Il y a la vague de Dr. Dre, genre du Aftermath, tout ça, genre qui était les OVNI Gaz, les Tonya Chemani, Flow Helicopter, tout ça. Et il y a les musiques électroniques, électro. Et donc, ce qui fait que par tous ces titres, tu vois, tous ces courants, j'ai raconté toutes les musiques que le rap français a rencontrées. Voilà comment a été construit l'album Attrick. Tu comprends? Et encore une fois, il a été, comment dirais-je, il y a une polémique suite à mon titre le titre électro. Je savais que ça allait faire ça, mais j'ai dit mon but c'est d'être la personne qui a écrit l'histoire. Donc au final ça fait, j'y vais à fond, je fais un gros clip, je fais tout, Après les gens, voilà, les puristes, ils viennent, ils frappent fort, ils viennent, ils racontent leur salade. Ça a fait un gros boom, genre comme si ça pouvait me desservir, tu vois. Mais moi, en fait, j'ai toujours été hors du temps, et donc c'est des choses qui glissaient sur moi parce que je savais que le temps allait me donner raison. Je vois. Mais donc pour moi, aujourd'hui, tu vois, par exemple, cette trilogie d'œuvres qui est Générale, d'où je viens, aujourd'hui, c'est des gros classiques. C'est des références que les rappeurs, ils vont te parler, ils vont te dire, oui, tu vois, moi, je me rappelle, j'avais rencontré les sections d'assaut, et ils nous ont dit merci. Ils m'ont dit merci. Tu nous as ouvert la porte. Non, parce qu'après, il y a, tu sais, comme tu as dit, les puristes, tout ça, il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans le milieu et qui ne sont pas le public, en vrai. Exactement. Qui sont en train de critiquer, alors que de l'autre côté, tu as un public que toi, t'entends pas spécialement. Ouais, bien sûr. Mais que tu vas rencontrer plus tard, des années plus tard. Bien sûr, ils vont dire, moi, j'ai écouté ça. Avoir un autre discours. Ouais, bien sûr. Et même des rappeurs, des plus jeunes, juste, qui étaient ils étaient âgés, les puristes, tu vois ce que je veux dire? Les plus jeunes, ils disaient, ouais, mais merci, maintenant, grâce à toi, je pourrais faire Watty House, je pourrais faire truc. C'est ça. Voilà, moi, je te le dis concrètement. Moi, justement. J'ai dit dans un album, je crois que c'est dans Je suis une légende, cet album-là, j'ai toujours été la porte des étoiles. Justement, je réécoutais le morceau Sense&Me, qui est électro, qui est sur cet album-là. Qui fait très headbanger. Et ce qui m'a choqué, c'est la façon dont tu jettes des mots comme ça. Et ça m'a rappelé Eus l'Enfoiré. Oui, c'est vrai, tout le monde l'a dit. Mais Eus l'Enfoiré, c'est un bon petit frère, tu vois, qui habite à côté de vers chez nous. Tu vois, lui, depuis Villeneuve-la-Garenne, c'est collé vers chez nous. Donc lui, c'est genre McTayer, c'est les mecs, quand il était petit, il entendait, il écoutait ça. Donc, tu vois, pour moi, quand j'ai entendu ce titre-là, c'est mon héritage. Clairement. C'est tout. Encore une fois, t'avais raison sur la longue, mais ça te dérange pas d'être un petit peu en avance? Parce qu'on dit souvent qu'il faut être à l'heure. Tu sais pourquoi ça me dérange pas d'avoir été comme ça? Parce qu'aujourd'hui, je suis pas vu comme un puriste. Ok. Toi, puriste, le mot, c'est une grossièreté. Moi, je suis vu comme un artiste. À chaque fois que je vais sortir un son, on sait pas quel type de son je vais sortir. Ça fait partie de ma marque de fabrique. Ok. Et si je m'étais enfermé dans les années 2000, je serais pas là aujourd'hui. Si j'étais un artiste enfermé de l'époque des années 2000, j'étais pas le mec, justement, qui était tout le temps dans tu vois, genre, pourquoi, tu vois, on parlait de mon artistique. Donc, finalement, quand on discute ton artistique, c'est que t'es un artiste. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et c'est devenu ma marque de fabrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils savent que soit il va ramener quelque chose, il faut écouter attentivement parce que il nous l'a montré 1000 fois. Ça, c'est trop tard maintenant. Il faut écouter attentivement. Parce que tu comprends? Et moi, je sais que tous les rappeurs, ils écoutent attentivement. Tu vois? On ne citera pas de nom. Voilà. Ok. Mais bon. Là, il y a plus Because, tout ça. Après Attrick, quoi. Voilà. Là, ça y est,
tu rentres dans une indépendance Oui, indépendante. On va se dire. même là, il y a, à cette époque de Attrick, j'avais sorti un CD avec ma team de l'époque, une petite team que je voulais XPL produire aussi. qui s'appelait Dernier Gang. Ouais. C'était la même période, tu vois. Ouais. Il y avait un trimestre entre les deux CD. Je me rappelle Donc du clip, tout. voilà, on essaie de ramener les jeunes avec et tout. Et voilà, c'était une bonne, pour l'époque Attrick, pour nous, c'était une bonne époque. C'est cette période-là que t'as ton studio à toi? Mon studio que tout le monde connaît, La Planque, je l'ai Ouais. depuis fin 2006. Ok. Donc, ça te permet de faire des projets comme ça Ouais, quand tu veux. Ouais, exactement. Jusqu'à aujourd'hui, tout se passe Il là-bas. tombe toujours. On t'a vu pendant le confinement. Ouais. On t'a vu bosser, on t'a vu bosser. Ok. Donc, Ouais. qu'est-ce qui se passe là? Parce que tu vas partir sur un projet qui s'appelle Banger. Non, il y a Non. un projet entre les deux. Voilà. Et je voulais qu'on en parle parce que moi, j'ai entendu des trucs, des bruits de couloirs. Driver traîne toujours dans les couloirs. Ouais. Et il entend des choses. Ouais. J'ai entendu qu'il y avait un projet sorti chez Warner via Menace Records. C'est vrai. C'est ça. Ouais. Mais que ça s'est pas bien passé. Ouais. Bah, ça fait de la merde. Ok. Tout simplement. Et Comment ça s'est terminé en fait? ça s'est mal terminé avec Baez. Mhm. Et je sais pas ce qu'il a fait, il a mal géré un deal. Et Ok. suite à ça, on a eu un très très gros désaccord. Et après, voilà, après Baez, c'est plus idéal. Ah, il a disparu. Exactement. Donc, Baez qui est le boss de Menace Records. Exactement. Ok. Donc, comment il s'appelait ce projet? Untouchable. Tout simplement. Et c'est après ça que tu commences à faire le premier banger. Après ça, à la base, j'étais plus dans un délire où je me suis dit que j'arrête de rapper. Mhm. J'étais dans d'autres trucs. Pour la deuxième fois. Ouais. Et en fait, il y a... Non, tous mes albums, j'ai toujours voulu arrêter de rapper. En fait, j'ai jamais voulu... Ah ouais. J'avais honte du rap quand j'étais jeune. Ah ouais? Ouais, j'avais honte d'être rappeur. Moi, mes potes avec qui je traînais, on n'avait pas les mêmes potes, Mac et moi. Ouais. Moi, mon environnement à moi, c'est des mecs qui n'étaient pas dans le rap. Ouais. Il y en a beaucoup de mes amis qui ont su que j'ai rappé quand ils m'ont vu à la télé. Ok. Tu comprends? Moi, c'est Ok. spécial. Ah ouais. Voilà. Je t'ai dit ça, mais de là où je viens, j'ai connu ça aussi. Donc, Voilà, je sais de quoi c'est pas à tu parles. l'époque, voilà, Ouais, c'est ouais. pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, comme c'est on un fait, héros. Mais Voilà. à l'époque, c'était pas... Voilà. Ouais. Donc, c'est un petit de chez moi, de ma cité, Mhm. qui fait des beats, Mhm. qui s'appelait Go Fast Music. Ok. Et donc, il vient, il me fait écouter des beats. Mhm. Il me fait des beats et tout. Il me dit quoi, viens, il faut rapper. Pourquoi tu veux plus rapper? T'es relou, nanani, nanana. Mhm. Donc, en fait, c'est un petit de ma cité qui me remet dans le rap. Mhm. Parce que ces beats sont chauds. Ouais. Et donc, je dis quoi? Ouais, vas-y, on va faire alors. Et là, on commence avec, il y avait Go Fast et à l'époque, il y avait Punisher. C'était deux Comoriens Ok. qui venaient, c'était des deux nouveaux. Mhm. Et Punisher, maintenant, est bien connu, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est eux qui m'ont fait Banger 1. Ok. Et quand je fais Banger 1, ben, là, on rentre dans un nouveau cycle. Mhm. Ça veut dire que quand le cycle des bangers il commence, les jeunes pensent que je suis un nouvel artiste. Mhm. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui me connaissent et qui disent quoi? Moi, je suis là depuis le début, depuis Banger 1. Ok. Je vois. Tu vois? Ouais. En fait, il faut savoir que les bangers, c'est un cycle très important dans ma carrière, en vrai. Tu vois? C'est un cycle de renouveau. Ouais. C'est un cycle où tout ce que j'ai fait avant était ingurgité et maintenant, je viens, je fais ce que je veux. Ouais. Je peux chanter, je peux Ça- faire ce que je ça veux. y est, les Je peux gens- faire ce que je veux, Ça- on sait comment je suis. Ouais. Donc là, je reviens avec Banger 1. Mhm. Banger 1 qui a été bien accueilli. Mhm. Belle surprise, tout. Cette époque-là, je pense qu'entre le 1 et le 2, il y a le featuring de Joke, là. Ouais. Avec Niro. Avec Niro et Ouais. Joke, Scorpion, Ouais. qui fait du bruit. Mhm. Et après, je sors Banger 2 qui pète. Ok. Et donc là, les bangers, tu sens que c'est un nouveau truc de la street que toutes Ouais. les jeunes générations. Genre, par exemple, j'avais grave des potes, des mecs de ma génération qui connaissaient pas les bangers, mais c'est leur petit frère qui leur a fait découvrir Ok. les bangers. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau. Les Donc, grands frères étaient plus Ils étaient la plus dans le première coup, partie de ta c'était avec carrière. leur fille, ils les emmenaient à la maternelle, Ok. tout. Maintenant, c'est leur petit frère qui dit, t'as pas écouté? Il dit, non, c'est quoi? Il dit, ah, tu vois? C'est beau. Donc Tu voilà. traverses des générations. Voilà. Donc ça veut dire que c'est notre génération qui a grandi avec le cycle des bangers. Mhm. Donc ça a tellement,
Tu vois, il y a eu le gros truc, on s'emballait Yoku, là, c'était dans un des bangers. C'était dans le 2, ouais. Ouais, dans le 2, on s'emballait Je Yoku. te le dis, c'est mon morceau préféré de ta carrière. Ah, Je te le dis, moi, ce morceau, ah. Ben, il tu m'a vois, touché. eh Il m'a ben, tu touché. vois, eh ben, tu vois, on s'emballait Yoku, c'est le... Rap game. C'est Rap Game, c'est la synthèse de ma carrière. C'est ce que j'ai senti. J'allais t'en parler juste Voilà. après, mais C'est bon, t'en as parlé tout c'est de le suite. morceau qui dit quoi? T'as vu, genre, j'étais encore en studio, les gens me disent que tu vas pas sortir un morceau, tu dis on s'en va Yoku dans tout le son. Et je dis, mais si, je vais le faire. En chantant, en plus. Oh, genre, non, mais je vais le faire parce que c'est comme ça. Et genre, c'est ça, c'est la marque de fabrique de casser les couilles. Hein. Et après, voilà, c'est devenu un gros son. Tu vois, voilà, c'est devenu un gros. Quand ça, honnêtement, quand j'ai entendu celui-là avec le clip, la chapka, tout là, c'était trop. j'ai dit bon, tout ce qu'il y avait avant, ça y est, c'est fini. Moi, c'est ce morceau-là, en fait. Voilà, Vraiment. c'est ça. Moi, c'était vraiment, c'est mon morceau préféré. Ok. Et je l'ai, c'était devenu un gros banger, on va dire, tu vois. Ça portait bien son nom. Voilà. Et il y avait des sons un peu plus classiques, comme Tu sais qui je suis, qui sont devenus des gros classiques de rap français et tout. Donc, moi, il y a un morceau qui m'a marqué dans le banger 1, et je voulais en discuter avec toi. Ah bon? Vous m'oubliez. Ah oui, il était chaud. Ouais. Ah, il était chaud, mais ce que tu dis dedans. Mais j'explique tout ça. Explique ce que t'es en train d'expliquer de la discussion. J'explique. Que t'as lancé des mouvements. Ouais, c'est vrai. On t'a pris pour un fou. Ouais, finalement, les gens ont suivi. vrai. Mais tu dis, vous m'oubliez. Tu trouves encore aujourd'hui en 2020 que t'as pas encore le respect que tu mérites par rapport à tout ce que t'as fait? Non, c'est cette période-là. Cette période-là, tu sentais ça. Cette période-là, toi, et en fait, c'était une manière de provoquer, quoi. Ouais. Et tu vois, c'était bien fait, tu vois. Ok. C'était un bon truc et tout. Je kiffais, j'avais une bonne énergie et tout, donc j'avais envie de le dire, de le dire comme ça, tu vois. Ok. Et à cette époque-là, à rajouter, tu vois, un truc que j'avais dit dans l'album, dans ce titre-là, qu'on n'a pas parlé à l'époque de l'album du Général, c'est le côté un peu fashion. Ouais. Qui n'était pas bien vu dans le rap. Ouais. Tu vois, c'était pas, la fashion n'existait pas trop. Et moi, j'étais grave. Aujourd'hui. Ouais, maintenant, la fashion, c'est le truc. Mais tu vois, à l'époque, on me voyait faire la fashion un peu dans le truc. Les gens disaient quoi? C'est un fou, il met des lunettes, c'est quoi toutes ces marques? Tout, on comprend pas et tout. Et les gens, tu vois, ils comprenaient pas tout ça. Ils croyaient que je faisais le top modèle. Ils disaient, en même temps, t'étais street. Voilà. Ils disaient ça collait pas. Voilà, ils comprenaient pas tout jusqu'à ce que après le monde. Et je disais aux gens, mais c'est parce que la rue, je suis le premier vrai mec de la rue qui rappe. Je dis, quand la rue, elle va vraiment rapper, vous allez voir que tout le monde est comme moi. Et après, ils ont vu que c'était, voilà, c'est tout. Mais, non, je suis obligé de te reposer la même question. Ouais. Ça te fait pas chier d'être en avance? Non, je trouve pas. Moi, je trouve que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ça. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Parce que c'est fou quand même. Tu fais un move. J'ai tellement eu l'habitude de grandir dans l'adversité, même dans ma vie privée, que pour moi, c'était rien, tu vois. Okay. Moi, j'étais un mec de la street. Quand on me parlait de musique pour me dire, ouais, je disais quoi, mais vas-y, c'est des ouf ce qu'ils disent. Tu vois, je m'en foutais parce que moi, là-bas, je rappais pas pour l'oseille. Puisque moi, mon oseille, je le prenais autrement. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Ouais. Ça veut dire que à l'époque, les gens disaient, ouais, pourquoi Macteur, il a pas eu la carrière qu'il devait avoir? Je dis, mais parce que pour moi, c'était pas un métier. Tous ceux qui ont pété, c'est parce qu'ils ont pris leur carrière comme un métier. Pour moi, c'était pas un métier. Toi, t'avais toujours envie d'arrêter de rapper. Ouais, oui, moi, j'avais d'autres trucs. Après avoir fait l'album. Voilà, moi, j'étais dans un autre truc, moi, tu vois, c'était, tu vois, genre, je vais te donner une anecdote. À l'époque de l'album du Général, c'est même ce qui fait que on m'a pas vu beaucoup tourner parce que j'ai fait un truc, mais j'étais immature, on va dire, quelque part. Tu vois, on me disait, ouais, il y a ta tournée, on t'a calé ta tournée, il faut que tu fasses, et moi, je disais, mais je prends quoi et tout, comme oseille pour faire ma tournée. On me dit, oui, il y a les trucs cachés d'intermittents, tout. Je dis, non, mais... je comprends pas. Je disais, mais je comprends pas. J'ai pas le temps, moi, de faire ça. Vous me parlez de cachet d'intermittents. C'est passé. Moi, j'étais éduqué dans un autre environnement. Ça veut dire que moi, on me disait ça, je disais, bah, annulez. Moi, je vais pas le faire. Parce que j'ai pas le temps. Tu comprends pas? Donc moi, j'étais pas dans un truc un peu de carriériste. C'était clairement pas ton métier. Et je l'ai souvent dit dans mes interviews que j'ai une grosse part de responsabilité sur cette frustration que les gens ont que, ouais, comment Mactailleur avec tout ce qu'il a fait, tout, il est, tu vois. On l'a pas vu sur scène. Ouais, voilà. Et en fait, c'est moi.
Tu vois, j'ai une part de responsabilité et j'arrête pas de le dire pour pas que les gens y croient que c'est un complot. Ouais, on a tout. On l'a boycotté. Voilà, tout tu vois, j'ai une grosse part de responsabilité. C'est que j'avais pas pris déjà je kiffais faire du rap, mais je le prenais pas comme un métier. Ouais. Tu vois, donc pour moi, vu que c'était pas ma source de revenus, je pouvais faire ce que je voulais. Ok, je vois. Donc pour moi, j'aimais bien être le casse-couille de service. Et à la fin, aujourd'hui, c'est ce qui fait ce que je suis, tu vois. Okay. Aujourd'hui, j'ai une crédibilité inébranlable parce que j'ai fait et j'ai influencé. C'est pas rien. Quand tu fais et que tu influences et tout, et qu'après il y a des témoins pour dire, moi je me rappelle que là il y avait ci, qu'il y avait ça. À la fin, ton histoire, elle parle pour toi-même. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Et moi, j'ai toujours fait confiance au temps qui passe. C'est clair. Voilà. Un jour, je suis chez moi, j'ai mon téléphone dans la main, comme beaucoup de gens des années 2000, et je me balade sur Twitter et je tombe sur un échange entre toi et Laurent Bounot. Ah oui. Vous prenez la tête. C'est un échange où j'ai plus exactement toutes les paroles, mais je me rappelle que vous n'étiez pas d'accord. Oui. Et que, bien sûr, les internautes, surtout sur Twitter, les gens adorent ça. Tout le monde allait y aller de son petit commentaire, tout le monde suivait, tout le monde montait le truc en épingle et tout. Bien sûr. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est Mac Taylor, il dit ce qu'il pense, il s'en fout, il attaque. Laurent Bounot se défend aussi, il est là, il dit... Non, je l'ai pas attaqué, je l'ai pas attaqué. Ouais, non, mais je vais t'expliquer comment ça a commencé. Dis-nous tout déjà. En fait, c'est Twitter qui m'a dit que Bounot a mal parlé de moi. Ok. Voilà, déjà. Et suite à une interview, je sais plus quoi, il a dit un truc sur moi, ou je sais plus quoi, et j'ai dit, ah bon, donc maintenant on parle de moi, genre, ça y est, on peut se permettre de parler de moi comme ça, et tout. Et bref, et au final, quand j'ai retweeté les tweets des gens. Ok. Qui a créé une genre de... Tu vois, ça a créé un gros truc sur Twitter. Ouais. Donc, en fait, Laurent s'est rendu compte que ce qu'il a dit a déplu aux gens. Ok. Et après ça, je lui ai dit, je pense qu'il faudrait que tu fasses des excuses. Je me souviens de ça, ok. Voilà. C'est beau. Et il s'excusait ou pas au final? Ben oui. Ok. Sur Twitter. Voilà. Et moi, quand je vois ça, je me dis, ok, Mac Taylor est là, il dit ce qu'il pense, tout ça, machin. Mais je me dis, attention. Parce qu'il est pas en train de se griller avec Skyrock. Businessment parlant. Mais j'étais déjà grillé. Ouais, non, c'est important, mais c'est mon storytelling pour arriver, et tu vois peut-être où je vais arriver. Et finalement, le nouveau projet, le prochain album qui doit arriver, qui est Je suis une légende, tu le signes sur le label de Maître Gims. Ouais. Voilà. Via son label et chez Universal Polydor. Voilà. Et l'album, quand il sort, t'as 2 singles qui sont joués sur Skyrock. C'est là que je me dis, ok. Comment se passe la rencontre, le deal et ton retour sur Skyrock, parce que au final, ça faisait un moment qu'on t'avait pas entendu en playlist. Ouais. Donc déjà, Maître Gims déjà. Maître Gims, c'est H Magnum. Ok. C'est H Magnum qui suggère qu'on se rencontre et qu'on fasse du biz ensemble. Et moi, j'ai dit, il est temps de faire une démonstration maintenant business. Ok. De montrer, tu vois, inspiration common Kanye West, on va dire comme ça. Ok, ouais. Tu vois, genre, il est plus jeune que moi, mais on fait du biz ensemble. Ouais. Tu comprends? Et à la base, c'est parce que on devait faire un truc beaucoup plus profond que de la musique. À la base, avec le label, on devait faire vraiment quelque chose de solide. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Mais je voulais faire une démarche par rapport à, je sais comment je suis perçu par les gens. Je voulais faire une démarche à copier, quoi. Tu vois? Okay. Genre, maintenant, c'est plus dans la musique, c'est dans les démarches de business. Regardez comment la maturité, on a grandi. Regardez maintenant comment on met les égos de côté, les rappeurs peuvent faire des affaires ensemble. C'était un truc que qu'on voyait aux États-Unis, mais qu'on voyait pas en France. C'est vrai. Donc, vu que j'aime toujours essayer d'innover. D'innover. Lancer des mouvements en France. Lancer des mouvements. Voilà. Donc, j'ai dit quoi?
Ah, c'est chouette cette idée-là, je crois qu'on va la faire. Voilà, Hein? normal. Et tout. Mac Tailleur. Voilà. Et donc après, voilà, on a fait tout. Et donc, on a fait même un titre ensemble. Mhm. Et en fait, c'était une surprise à Skyrock d'annoncer ma signature, je me rappelle. Mhm. Et je me rappelle que Laurent était surpris quand il a appris que j'arrivais. Il pensait que ça allait mal se passer, Mais au final, on s'est bien rencontrés, on a bien parlé. Et Voilà. tout. Aujourd'hui, on se respecte beaucoup. Ok. Non, tu vois, on est bien, tu vois, Ok. on se respecte, tu vois, on sait que voilà. Et c'était marrant parce que on s'était pas vu depuis l'altercation et tout, Ok. et tout. Et lui il pensait mais moi j'étais en paix, tu vois, j'étais tranquille, on était venus, tout. Et après, voilà, le morceau est rentré en radio et il est rentré dans toutes les grosses radios de France Ouais. à cette époque-là. Mhm. C'était un gros hit. Et moi, ce que j'étais content, c'est que j'avais fait un morceau au final qui parlait de sortie de prison, petit frère, attention. Tout. Ouais. Donc, j'ai réussi à faire un hit qui passe même jusque dans les grosses radios de France, là, même celles qui sont pas forcément urbaines à 100%, avec un message qui reste fidèle au mien depuis le début de ma carrière. Et pour moi, c'était une consécration. Parce que, quelque part, je suis le mec qui rappe la rue depuis très, très longtemps jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai fait rentrer un son qui part de la rue à Sky avec un message, quoi. Un truc, c'était un message. C'était pas un morceau, genre, juste c'était pas un morceau de divertissement. Ok. C'était un morceau spécial. Même à l'époque, les gens disaient, on dirait pas un tube, mais tu vois, c'est un son, il s'écoute, tu vois. Et donc, finalement, voilà, c'est bien, c'est rentré partout. Ça m'a fait mon retour à la radio, tout, ouais, c'est vrai. Très bien. L'aventure chez Gims, ça va pas durer longtemps. Ouais. Juste cet album-là. Ouais, exactement. Et un autre truc qui m'a marqué, c'est derrière, tu sors Banger 3. Ouais. Et je vois la pochette de l'album, je te vois marcher sur le tableau qui est censé représenter l'album Je suis une légende. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas la réponse. Donc j'en profite pour te poser la question ici. Qu'est-ce que ça signifie? Que signifie cette pochette? C'est pas ça. C'est que, je sais pas comment parler, c'est que l'album Je suis une légende, il est accompagné de la perte de mon frère. C'est pendant cet album-là. Et donc, l'album de Banger 3, il se fait... je me force à me prouver que je peux continuer. Ok. Tu vois, c'est vraiment un album qui a été fait... dans la douleur. Dans le truc pour montrer que est-ce que je peux encore continuer de chanter dans cet état d'esprit. Et donc, en fait, je marche pas sur le tableau, je sors du tableau. Ok. Voilà, je sors du tableau. Là, c'est clair. Voilà, je sors du tableau. Et donc, tu vois, tu vois, c'est en fait toute cette période-là, des trucs, pour moi, c'est comme si c'est irréel. Je me rappelle même plus. Ok. Tu vois, on peut comprendre. Ça fait partie d'un process que. Voilà. On peut comprendre. Voilà. Il y a un autre truc encore, que comme tu le dis depuis le début de l'émission, tu fais des choses avant les autres et tout. Et je suis chez moi posé et je regarde la télé, je regarde le journal de 20h et je vois Mac Tailleur dans le journal de 20h en train de distribuer des fournitures scolaires oui, c'est vrai. aux jeunes dans les quartiers et tout ça. Oui, c'est vrai. Et je te voyais un peu comme un John Gotti, un mafieux en train de donner des dindes à Thanksgiving. Ouais, c'est ça. Tu peux nous expliquer ça un peu? C'est quelque chose que j'avais commencé à la base, même pas Aubervilliers, que j'avais commencé avec un frère à Argenteuil, avant cette édition-là. Ok. J'avais fait 2 éditions dans d'autres villes que la mienne. Et en fait, celle où je suis passé au journal de 20h, là, de Claire Chazal, là, ça, c'était la première que j'ai faite dans ma ville. Ok. Et en fait, comment ça se fait que TF1 a fait ce docu? C'est qu'il y avait des jeunes dans la rédaction qui me suivaient. Et c'est eux qui ont parlé avec leur supérieur. Il a dit, nous, on veut aller là-bas et tout, on veut faire un truc et tout. C'est lourd, ça. C'est ce qu'ils m'ont dit après, par la lourd. suite. Et Claire Chazal, elle a dit, moi, je vais le mettre au journal C'est énorme, de ça. 20h.
C'est un truc qui n'était pas du tout prévu, tu vois. Ouais. C'était pas du tout prévu. Et c'était quelque chose de fort, tu vois, parce qu'ils se sont rendus compte, en venant sur place, il y avait, tu vois, une énorme queue. Ouais. Tu vois, c'est des trucs... mes distributions de kits scolaires, ça me prend déjà une grosse partie de la journée, Ouais. parce que je les distribue un par un à chaque famille, et je parle avec chaque famille, tout. Et tu vois, cette année-là, c'était la première à Aubert, donc j'avais peut-être fait 700 kits. Donc il y a eu 700 enfants qui ont eu... Ok. tu vois. Donc ça prend la journée. C'est de clair. distribuer à 700 enfants. Énorme. Donc, et, tu vois, pour moi, c'était un symbole fort. Mhm. Parce qu'à la base, j'ai décidé de faire cette distribution de fournitures scolaires parce que j'avais ramené un jour mes neveux, mes nièces au musée du Louvre. Mhm. Et je m'étais rendu compte que c'était gratuit pour eux. Ok. Alors que moi, quand je me rappelle à l'école, quand on allait au musée d'Orsay, on payait une coopérative. Ouais, je m'en souviens très bien. Et en fait, ils m'ont expliqué au musée du Louvre qu'en fait, non, tout est gratuit. En fait, tous les monuments historiques, les musées, tout. En fait, tout est gratuit en dessous de moins de 24 ans ou je sais pas quoi. Donc j'ai dit quoi ? En fait, on a accès à toute la culture On le sait même en pas. France là, Ouais. gratuitement et on le sait et pas. je l'ai su en emmenant les petits. Ouais. Tu vois, je les ai emmenés. Donc ça m'a chauffé à faire cette rentrée pour tous avec comme leitmotiv. Je sais que vous êtes on a la chance d'avoir accès à la culture et on va dire à l'école, à l'école gratuitement. Ouais. Et ce que je disais à l'époque, c'est que vu que l'école est gratuite en France et qu'elle est obligatoire, c'est comme quand nos mères elles nous accouchent, on est obligé d'avoir une mère. Ouais. Donc c'est pour ça que parfois quand les jeunes font des crises d'adolescence avec leur mère ou quoi, ils se rendent plus compte de la valeur de leur mère parce que depuis qu'ils sont nés, elle existe. Ben, Ouais. l'école, c'est pareil. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui donnent plus de valeur à l'école parce que depuis qu'ils sont nés, ça existe, C'est c'est là. obligatoire. C'est là. Mais vu qu'il y a dans les banlieues, il y a beaucoup de gens qui sont un peu fils d'immigrés ou les parents, parfois, ils sont illettrés. Ouais. Ou quand ils vont en vacances au bled, ils voient que si tu payes pas l'école pour ton cousin, il sera illettré. Ouais. Eh ben, j'ai dit, je vais les sensibiliser sur ça. Et en fait, à la base, celle-là, je l'avais faite pour les sensibiliser sur ça, pas pour les distributions. Ah. Et je me suis rendu compte après coup de l'importance de la distribution. Mais moi, à la base, mon message, c'était ça. Ok. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que les gens les familles soient à l'affût comme ça sur les kits. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi de la misère. Ok. Parce que moi, je me rendais pas compte des problèmes dans les foyers et tout. Je me rendais pas compte que c'était aussi important de pouvoir distribuer des kits. Pour moi, c'était la sensibilisation de dire aux jeunes, parce que eux, ils savent tous que je suis un grand de chez eux. Tu vois, c'est toute la zone qui venait. Tu vois, les mamans Aubert, La Courneuve, un peu partout qui venaient. Et en fait, j'étais en train de me dire, il faut que je dise à ces jeunes que, en fait, c'est une embellie de pouvoir aller à l'école gratuitement. Parce clair. que plus les générations elles avancent, plus tu peux aller dans des quartiers où il y a des jeunes en prison qui ne savent pas lire, alors qu'ils sont nés en France. Ouais. Parce qu'ils se détournent de la scolarité, tu vois, c'est l'argent, tu vois, nous, Aubervilliers, c'est une ville criminelle, tu vois, c'est... Donc, j'ai voulu les sensibiliser sur ça, et c'est par la suite que j'ai vu l'importance aussi de la distribution. Mais à la base, c'était ça, mon initiative. Ok. Je vois. C'était de les éveiller sur le fait que même je sais comment t'as grandi, j'ai grandi pareil et tout, Mais c'est important, l'école. c'est important. Tu Et peux t'as pas, de la chance de t'as de ne la pas chance payer pour. T'as de la chance de pas payer pour savoir lire. Ouais. Moi, j'ai payé la scolarité de plein de cousins à moi au bled pour qu'ils puissent savoir lire. Ouais. Là, au bled, l'école n'est pas obligatoire. Ouais. En Afrique, tu payes pour savoir C'est lire. ça. Et donc, tu vois, je voulais les sensibiliser sur ça. C'est noble. C'est noble. C'est noble. Voilà. Je me rends compte que la musique, elle a toujours été là, elle est toujours là. Et pourtant, tu m'as dit que tu as voulu arrêter plusieurs fois. Donc, tu sors des projets. Tu as sorti C'est la street, mon pote. Oui, c'est vrai. Ce Suite à avoir lancé Rémi, quoi. Ouais. Oui. Et justement, là, on va parler de Rémi. Donc, producteur, Mac Tailleur, producteur. Pour la première fois avec Rémi. Concentré sur un artiste, oui. Ouais. Mais avant ça, t'avais fait des petites choses. Les derniers gangs, Explosive Click, tout ça, c'était, tu vois, j'ai toujours eu des artistes à l'époque. Un artiste il y avait un petit jeune d'Aubert que tout le monde parlait parce que je l'avais fait connaître qui s'appelait Adji Leneux, mais qui a pas eu le temps de péter parce qu'après la rue l'a emporté. Mais
J'ai toujours voulu faire ça, mais j'attendais Ok. le bon moment. Donc Rémi, c'est une histoire de cœur. Ok, comment ça se passe alors? Rémi, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur parce que c'est un petit de ma ville Mhm. qui a voulu que je sois son mentor. C'est lui qui est venu te voir. Ouais. Mhm. Sauf que à l'époque où il vient me voir, ben je perds mon frère. Ok. Donc en fait, peu de temps après, je perds mon frère. Donc Mhm. en fait, moi, je lui donne plus de nouvelles. Mhm. Le temps il passe, le temps il passe, le temps il passe. Et un jour, il vient me voir et il me dit, ouais, je sais que ce qui t'arrive, tu vois, il me parle, tu vois. Ouais. Il m'a dit, on m'a déjà appelé, quelqu'un il m'a appelé pour me dire, ouais, est-ce que tu vois des mecs, tu vois. Je lui dis, bon, j'ai vu que ça lui tenait vraiment à cœur, j'ai vu que c'était quelqu'un qui fonctionnait vraiment à l'humain. Ok. Et moi, je suis très humain. Mhm. Et donc, à partir de là, je lui ai dit, quoi, c'est bon, t'inquiète pas, on va faire. Et là, on a travaillé longtemps, dans Ok. l'ombre. Mhm. On a travaillé longtemps. Dans ton studio? Ouais. Ok. Et jusqu'au jour où je décide après de l'emmener à Skyrock et qu'il fasse le Reminem, là, le Ouais, truc ouais. et tout. Mais là, tout était déjà préparé. À un moment, il Ok. frappe Reminem. Là. Ok. Et là, après, on balance tout, hein, tu vois. Ok. Voilà. Ça a vite pris. Ok. Mm. Le deal, c'était chez Def Jam, lui. Lui, il est sorti peut-être 1 an et demi ou 2 ans après le deal. Ok. C'est rapide en vrai. Le temps de faire. En fait, le deal, il a été signé bien avant qu'on envoie... Ah ok. Donc en fait, quand tu bosses sur lui, Quand je bosse sur lui, il est déjà il est dealé. déjà signé, déjà dealé. Donc Mm. vous êtes serein, Ouais. vous faites Ouais. vos trucs, tu sais où tu vas Ouais, et tu ouais. sais quand ça va sortir et tout Ouais, ça. exactement. Ok. Mm. Donc cool. En plus, c'est un mec de chez toi, donc j'imagine Voilà. que voilà, Tout va bien. au On niveau fait du des cœur, trucs. t'étais content. Ouais, j'étais Ok. content. Aujourd'hui, c'est toujours toi qui bosses sur lui? Ouais, toujours. C'est cool. Mm. Ok. Une autre casquette, on en parlait un petit peu tout à l'heure, la mode. Ouais. Là, Lorsque j'ai décidé de me lancer un peu dans mon aventure un peu de mode de prêt-à-porter de luxe, Ouais. où j'ai créé ma maison de couture Mhm. qui s'appelle La Fabrique Parisienne, Mhm. où Untouch était la vitrine du savoir-faire de mon atelier. Tu vois? Ok. Untouch était la vitrine du savoir-faire de mon atelier. Ok. Et en fait, Untouch, c'est ta marque. c'est la marque de luxe. Parce que j'ai une Ouais. autre marque que j'ai Untouchable. vendue, Untouchable, que j'ai vendue. Les J'ai même t-shirts. fait des numéros de téléphone, Ouais. rappé et tout. On a vendu Vous pouvez partout. livrer les mecs Voilà, directement. tout à ça. toi. Jusqu'à aujourd'hui, ça se fait. Tu vois. Ok. Mais en fait, après, j'ai voulu faire ce que j'ai toujours voulu. Mhm. C'est-à-dire, j'ai voulu faire du prêt-à-porter de luxe fabriqué en France. Mhm. Et donc, je me lance dans l'aventure Untouch. Mhm. Lorsque je fais cette aventure, en 2018, je fais une grosse soirée mode, que des gens de la mode. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne savent pas que je suis un rappeur. Là, Ok. je m'enlève la casquette de rappeur et je fréquente un peu que des gens de la mode et eux, ils savent pas qui je suis. Ok. Tu vois. Et je fais des trucs et les gens se disent, mais c'est qui ce mec et tout? Il a fait un truc, un atelier, il fabrique... Là, ils se disent, il vient d'où encore, hein, tu vois, Ouais. et tout. Et donc, tu vois, ça me fait rencontrer des nouvelles personnes, ça m'ouvre l'esprit, je voyage, je fais des pop-up stores un peu partout dans le monde. J'avais une boutique à New York, à Williamsburg, à Brooklyn, tout. J'ai fait des vrais trucs, tu vois, Ok. derrière cette aventure-là. J'ai appris beaucoup de choses. On m'avait envoyé après une vidéo Mhm. que j'avais faite en 2008, une interview pour un média d'internet de l'époque là, qui existe Ok. jusqu'à aujourd'hui, un gros média. Mhm. Et je les avais emmenés en 2008, à l'époque de l'album d'où je viens. On avait fait une interview à l'Hôtel Coste la nuit. Ok. Et j'ai emmené à l'Hôtel Coste et tout. Les gens connaissaient pas trop ça, tu vois, dans le rap, Ouais. Coste et tout. Moi, je les emmène au Coste et tout. Ils disent, ouais, mais c'est où ici? Je dis, voilà, bon, là, c'est le Coste. Moi, c'est là que je traîne la nuit. C'est là que je jouis de tout. Ça, genre, c'était à l'ancienne. Quand les gens me voyaient comme un fou, je disais, mais voilà, mais moi, voilà. Donc, après ça, dedans, dans cette interview, Mhm. en 2008, j'explique que le monde des années 2000, j'explique à cette époque-là, en temps réel, Mhm.
que les années 2000 sont les années fermées. Et que le jour où je vais voir que le monde, il se réouvre, qu'il y a des passerelles qui se recréent, eh ben, je vais créer ma marque de luxe. En 2008. Je le dis, genre... Tu disais ça. C'est acté, hein. Genre, et après, genre, quand je fais mon truc de mode, je reçois plein de vidéos de l'interview. Moi, j'avais oublié. Okay. Et maintenant, je vois l'interview, je dis quoi? Mais je suis un fou, en fait. Tout ce que je fais, en fait, je l'avais déjà dans un coin de ma tête, c'était endormi, je l'avais déjà dit. C'est ça. Mais moi, je pensais que j'étais en train de faire un nouveau truc. Ouais. Mais en fait, j'étais juste en train d'appliquer mon cahier des charges qu'il y avait dans mon cerveau que j'avais mis en veille. Et ça m'a fait finalement, rire. que t'as depuis ce jour où t'es en cellule et tu vois le concert d'Ayam. En vérité, En vrai, ouais, t'as tout un est lié. cahier des charges depuis ce moment-là. Depuis en ce vrai. moment-là. En vrai. Mais moi, je m'en rendais pas compte. C'est ça. Tu vois? Et donc, aujourd'hui, cette marque-là, j'ai fait un teasing de 2 ans. J'ai fait un teasing de 2 ans. J'ai fait des pop-up stores réguliers à Paris, à Londres, à Pékin, à New York. Et en fait, là, j'allais le mettre en disponible tout le temps. Mais il y a eu le Covid. Ouais. Donc, en fait, là, le Covid est venu niquer 2 ans de travail. Mais tu vois, ça a ralenti, on va dire. Mais parce que là, il y a eu des gros problèmes dans mon atelier, des problèmes de gérance entre les humains, tu vois. Il y avait des Asiatiques qui ont été grave touchés par la nouvelle à Wuhan à l'époque. Ça a créé des trucs avec la chef d'atelier et tout. Donc, voilà. Donc là, maintenant, on est dans une restructuration de l'atelier parce que j'ai tout fait à fond propre, il faut le savoir. Ça coûte très, très cher. Et en fait, c'est comme si j'ai formé pendant 1 an dans mon atelier, mes couturières, à savoir à fond propre. Normalement, c'est le gouvernement qui fait ça. Ouais. C'est ouf. Et donc, tu vois, ça m'a pris beaucoup de temps, cette aventure-là. Et le Covid-19, il est venu me bloquer dans mon élan. Et... C'est fou. Parce que moi, juste avant le confinement, il y a eu la dernière Fashion Week avant le confinement. Je me suis retrouvé, parce que je traîne aussi, tu vois, dans les endroits où les autres ne vont pas toujours. Je me suis retrouvé dans un défilé et tout, qui était cool, tu vois. Et à la fin, donc, tout le monde applaudit, les gens se lèvent, les gens parlent, les gens discutent entre eux, les gens commentent. Et je surprends une conversation juste à côté de moi, comme ça, où il y a des gens qui disent, ah, c'était bien, c'était beau. Et il y a un mec qui dit, ouais, mais quand une touch, ça va arriver, ah, vous allez voir, vous allez pas être prêts. Et c'est là, je me dis, tu vois, parce que c'est si j'avais entendu ça dans une soirée hip-hop, j'aurais dit, ok, c'est les rappeurs qui supportent des rappeurs ou quoi. C'est le milieu qui... Voilà, là, c'était autre chose. C'est là, je me suis dit, là, le frère, il est sur un truc sérieux. C'est vrai, j'étais vraiment sûr, j'ai vraiment fait le truc à fond. J'ai même des gens qui travaillaient pour Hermès depuis 20 ans, ils sont venus dans mon atelier, ils ont dit, mais là, tu fabriques, c'est des fabrications années 70. Tu vois, c'est des vêtements que tu mets 30 ans après. Genre, tellement, c'est aucun raccourci sur les coutures, non, j'ai fait mon truc, je sais. Sérieusement. Tu vois, j'ai fait mes pop-up stores, ils ont toujours marché. Et genre, la tranche des prix était entre 200 et 1000 euros, tu vois. Les prix des produits. Mais à la base, il vaut beaucoup plus cher. Mais les gens étaient dans un truc, tu vois, j'étais inspirant, les gens venaient et ils achetaient par rapport à l'aventure. Je voyais, ils disaient, ouais, il y a même des produits qui ont été copiés par des grosses marques que j'ai fait. Déjà. Bien sûr. Déjà copié. Bien sûr. Le t-shirt kimono, il a été copié par Olivier Roustin. C'est moi qui l'ai sorti. Ah, t'as les noms, Il y a des trucs Fear of God, tu vois, parce qu'après la mode, ils se regardent tous sur Instagram. Oui. Tu regardes et tout, tu vois. Donc il y a plein de trucs et dans ce petit milieu de la mode, ils ont vu que j'ai frappé vraiment, tu vois. Et pour te dire, tellement moi j'étais un mec de la street et tout, je me rappelle, j'avais fait un premier pop-up store, il était terrible. Il y a eu du monde qui est venu, ça a cartonné, et il y a une dame qui est passée. Et elle a dit, mais vous êtes qui? Je comprends pas, c'est super, je vous connais pas. Et tout. Je dis, ouais, mais moi aussi, je vous connais pas. Et tout. Je sais quoi? Je comprends pas. Après, elle me dit, mais bon, voilà, moi, elle me disait, je suis la rédactrice seconde en chef de comment il s'appelait, magazine? Un gros magazine de mode. Vogue? Mais tu vois, non, un autre. Il y a deux gros magazines. C'est un gros magazine de mode, tu vois. Ça veut dire que, genre, et moi, je lui dis quoi? Je connais pas. C'est la street, mon pote. En fait, elle voyait tout le travail. Elle dit quoi? Il ne me connaît pas.
Et il fait tout ça. Ouais. Je comprends pas. Un ovni. Et genre, il y avait un des gars là qui organisait souvent mes événements, tout ça, Ouais. lui, dans la mode et tout, il a dit quoi? Mais moi, vu qu'elle voyait que je la connaissais pas, Ouais. elle était toute humble, tout, tu Voilà. vois? Elle pouvait pas flamber Et- sur toi. Mais sauf parce qu'elle qu'après, sait que mon tu sais petit pas gars que c'est. qui organisait le truc, le petit mec de la mode, ah si, je sais qui vous êtes. Elle a récupéré ses Ouais. chéris. Parce que là, elle a vu qu'il y avait une personne mais au début, elle voyait comment tout était fait Ouais. et qu'elle ne savait pas qui j'étais. Et toi non plus, et tu que savais moi pas non qui elle plus. était. Ça veut dire que c'est comme si on était égal. C'est ça. Tu vois, elle était en train de respecter le projet à sa juste valeur. Uh-huh. Et moi, en fait, je parlais avec elle, comme si c'était juste une personne qui a bien aimé le truc. Je savais pas ce qu'elle faisait, tu vois, ce qu'elle faisait Ouais. vraiment dans la vie, alors Ouais. que c'était une personne très importante dans. C'est beau. bah. C'est beau, c'est beau. Et comme j'ai dit, toujours la musique. Et il y a eu ce EP que t'as fait t'as commencé pendant le confinement. Je voyais, tu disais c'est un un jour, EP, un morceau, tout ça. C'est le confinement qui m'a remis dans le rap. Je t'ai vu, t'étais chaud. J'ai senti ça dans les Ouais. vidéos. Et finalement, quand le EP sort, Mm. ça m'a trop fait plaisir, en fait. Ce morceau avec Nino qui finit disque d'or, single d'or, tout ça. Moi, j'étais grave content pour toi. Mm. Et comment t'as vécu ce truc-là, même si je sais qu'en général, tu sautes pas au plafond, mais... Ouais, Parce que là, du coup, sans radio, si. qui joue? Skyrock. J'écoute plus la radio, moi, c'est pour C'est ça que pour je suis ça. perdu. Skyrock. Skyrock a joué le morceau? Bien sûr. Ok, cool. Ouais. Et le morceau, donc, disque d'or, Ouais. comment tu le vis? C'est bien. C'est- Mais c'est bien, tu vois. Coché. Non, mais ça fait longtemps qu'on est dedans. Ouais. Tu vois, donc en fait, moi, je me suis retrouvé en studio pendant le Covid avec une nouvelle personne de mon quartier Mhm. qui est un beatmaker aussi, qui Ah, il y a des beatmakers chez toi, hein? est arrivé, qui a fait du Ouais. sale et avec Ruskov et lui. Ok. Et puis il y a eu une sacrée énergie au studio. Et, genre tout le monde était content que je reprenne tout. On était tous confinés. J'ai vu. On était faussement confinés. J'ai vu ça. Hein. Et puis ça a été le feu. Hein, pendant Ouais. là, tu vois, on a fait un truc, une foudre. Le Et, projet est vraiment bien. ouais, On parle du morceau avec Nino parce qu'il est disque Ouais, d'or, mais ouais, bien sûr. même les autres Ouais, morceaux. ouais. Et en fait, tu vois, j'ai dit, bon, je vais sortir un projet surprise. Mhm. Et donc, j'ai décidé de clipper le morceau avec Nino Ouais. et de sortir sans dire qu'en fait, il y a un projet qui sort ce même jour. Ok. Et en fait, j'ai sorti noir comme ça. Ok, c'est fou. Comme ça, sans truc. Et voilà. Et après, voilà, ça a eu des gros retours. Voilà, Ouais. tout ça. Comme Tout quoi, t'as simplement. beau avoir d'autres casquettes, faire d'autres trucs, la musique reste. Au Ouais, final. ouais, bah ouais. Et t'es là, en plus, avec succès. Souvent, on me dit, ouais, mais on dirait, le temps il passe, t'as encore plus le feu. C'est toujours jeune. Ouais, c'est Toujours ça. jeune. C'est ça. Ah, c'est beau. On arrive à la fin de cette émission, mais comme on a l'habitude de faire ici, on offre toujours des cadeaux aux gens qu'on reçoit ici. Ok. Donc, j'ai quelque chose pour toi. C'est vrai? Ouais, tu vas voir ça tout de suite. Vas-y, montre-moi. C'est une photo. Tu vas Ok. la reconnaître. Ah, David de la Place. Voilà, qu'on salue. Ouais. Une photo Ok, qui a été prise par ok. David de la Place. Ouais, c'est une sacrée photo. Merci Voilà, beaucoup. ça c'est où? Ça, à Aubervilliers? C'est à Aubervilliers. Alors. C'est où j'ai grandi. Voilà, pour ceux, bon, vous le verrez sûrement sur les réseaux sociaux quand ça Ouais. sortira, mais il était devant un gros 93, un gros 9.3 qui est en En feu. feu. Ouais, c'est Voilà. vrai que c'était un beau truc hein, qu'il avait fait à l'époque, David. Mhm. Et je trouve que c'est un beau symbole parce que ça va rester. Et puis C'est clair. voilà. Hein. Bravo à David de la Place. Voilà, on te C'est salue. un David. sacré passionné. Ouais, son bouquin là, Ouais. fallait le faire. Hein. Moi, je me rappelle j'étais là au début de son bouquin. Ok. Ouais. Pendant que je faisais Banger 1, je l'ai rencontré. J'avais fait un clip dans une prison abandonnée pour Banger 1 et c'est lui qui nous avait trouvé cette prison abandonnée dans le Ok. 91 et c'est là que je l'ai connu. Et c'est là qu'il m'expliquait son concept de vouloir faire un livre en prenant tout le monde Ok, et toutes ouais. les photos. C'est le début. Quoi. Et donc, ses premières photos, j'en fais partie, c'était le jour de cette prison. Ok. Donc la photo qu'il y a de moi dans ce truc-là, c'était dans ce clip-là, dans Banger 1, un Ouais. morceau qui s'appelait D'accord dans une vieille prison. Et on parlait, il m'a pris en photo à ce moment-là. Ok. C'était le début de son initiative. Dingue. En tout cas, voilà, cette photo
agrandi et encadré pour toi. Ah, merci beaucoup. Voilà. C'est un très beau cadeau. C'est moi qui te remercie pour ce moment, cette émission, cette discussion. Ouais, et merci. Voilà. Et on attend la suite, on attend les prochains projets, aussi bien dans la mode que dans la production, que dans ta propre musique. Donc okay, voilà, merci beaucoup. On te souhaite bonne route. Merci à toi. Merci. Voilà, c'était Featuring, à une prochaine. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Paul Fourrure, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.